Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 30 d'Ecompreneurs. On a déjà fait 30 épisodes, c'est cool, hein, ça se passe bien. Aujourd'hui, on est avec Jocelyn qui a fait beaucoup de crypto, NFT, agence marketing Web3. Donc ça va être super intéressant. Jocelyn, comment ça va? Bah écoute, ça va bien, hein. Merci de m'avoir invité. Bah de rien. Donc raconte-nous un peu ton histoire. Nous, ce qu'on aime bien savoir dans le podcast, c'est tous tes débuts. Est-ce que tu as fait d'autres entreprises avant? Bah, avant, il n'y avait même pas la crypto. Ouais, À quel âge tu as commencé vraiment l'entrepreneuriat? Euh, alors en gros, moi à la base, je faisais quelque chose qui a rien à voir. J'étais opticien à Paris. Donc Ok, je travaillais dans le 92, donc en banlieue parisienne. Et après, j'ai commencé à voyager et c'est là que j'ai monté des business en ligne. Au début, j'avais une agence de booking d'artistes de musique électronique. Je faisais du marketing. De fil en aiguille, j'ai commencé à faire des ads et du marketing pour des entreprises, ouais. dont une entreprise dans le multilevel marketing qui m'avait embauché. Et Ah, ok. après, ça doit faire maintenant, je sais pas, 5 6 ans que je suis dans la crypto. J'avais commencé à trader Hmm, et j'ai monté deux projets NFT différents quand c'était la hype des NFT au début du dernier bull run. En ouais. fait, mon petit frère était à Station F. Non, Mhm. il était encore à l'école 42. Il n'était pas encore à Station F. Et eux, ils faisaient les smart contracts au tout début des smart contracts. Donc, en fait, quand personne savait les faire encore. Et il m'avait dit, bah voilà, là, c'est vraiment la hype du moment. Ils buildaient un projet NFT. Ils en avaient build un. Et ensuite, ils ont fait les smart contracts sur mon projet. Et c'est Hmm. là vraiment que je suis rentré dans les NFT et qu'on a fait pas mal de sous dans les NFT, quoi. En un an à peu près, ouais. Mon frère, il avait dû faire 4-5 projets différents et moi, j'en ai fait un qui a vraiment bien fonctionné sur les deux, quoi. Avec un artiste assez connu, quoi. Ok, parfait. Donc tu vas nous raconter ça, parce que ça change un peu des autres épisodes. En général, c'est plus dans l'e-com, nous. Mhm. Mais là, NFT, on n'a pas eu... bah, c'est rare, hein. C'est rare, hein, les gens dans... Enfin, ouais, c'est encore une plus petite niche que l'e-com, je dirais. Ouais, alors après, justement, les NFT, c'est plus hype du tout maintenant, mais c'était la hype Ouais. du dernier bull run. Parce qu'en fait, les cryptos, en général, c'est phase haussière de 3 ans, ensuite phase baissière de 3 ans. Donc la dernière phase haussière, c'était les NFT. Là, on va dire que dans ce bull run-là, qui est en ce moment maintenant, on est à peu près au milieu du bull run, c'est les mêmes coins. Je pense que vous avez pu le voir, le Trump, il a explosé. C'est vraiment la hype du moment. Donc, bah, je suis sur des projets, justement, Memecoin, via des clients, via l'agence marketing que j'ai maintenant. Mais justement, bah, dans le dernier bull run, il y avait eu énormément de capitaux et d'argent qui avait été fait sur les NFT et nous, on avait un peu surfé sur la vague à ce moment-là, quoi. Ouais, Et c'est ce qu'il faut. c'est après, au final, que je suis sorti du coup de ce milieu-là et que j'ai fondé P1 Studio, donc qui est mon agence marketing, parce qu'en Mm. fait, j'avais envie de scaler, quoi, de faire énormément d'argent d'un coup avec un projet qui, au final, n'est pas vraiment scalable, ben ouais, ça rend un peu fou au final à la fin, quoi. Ouais, ok. Et revenons Et un peu donc sur tes... Vas-y, dis-moi. non, c'est tout. Ok. Revenons un peu sur tes débuts. T'as dit dans le 92, t'es né où, toi? Alors moi, je suis né à Metz, dans Ok. le 57, donc Moselle, pas très loin du Luxembourg, une ville où il fait pas très très beau. Après, j'avais justement bougé à Paris, Ok. puis enfin bougé à Lisbonne, là où on s'est finalement rencontrés tous les À deux, quoi. Lisbonne. Ouais. Bah là, t'es en Thaïlande, donc tu m'as un peu quitté pour l'hiver, mais... Voilà, ouais, là je suis en Thaïlande, je bosse en remote pour 5 mois et ensuite je vais revenir en Europe, ouais. Ouais, moi je pense que je ferai plus l'hiver ici, ça me saoule. Bah là, ça se voit pas à la fenêtre, là, mais il pleut. Il pleut, bon, ça va, en vrai. Lisbonne, c'est pas non plus la Metz, mais c'est pas Paris. Mais c'est quand même pas idéal l'hiver, hein. Ouais, il Ouais. faudrait. Je pense que j'irai plutôt au Brésil en hiver prochainement. Mais je l'avais fait le Brésil, mais j'ai moins bien. J'ai fait l'année dernière, 3 mois, mais je me sens beaucoup mieux à Copenhague en fait. Copenhague, il y a un bon Ok. équilibre, tu peux avoir une LC Live, bon internet, petite île. Donc Mhm. j'aime vraiment bien la vie en tant que digital nomade là-bas. Brésil, j'ai eu plus de galères à avoir un bon internet et je trouvais la vie plus chère aussi. Ah, ok. T'étais vers où au Brésil? Alors j'ai énormément bougé aussi, c'est pour ça que c'était un peu galère pour moi. Mais je suis resté à Rio beaucoup, sinon je suis allé dans le nord à Pipa, qui est une ville un peu paradisiaque, Pipa, j'ai envie de le euh, faire, ouais. au bord de la mer. Donc C'est dans mes plans. c'était bien, mais ouais, Mm.
moins adapté pour les digital nomades, je trouve. Et Ok, puis c'est beaucoup la fête et tout aussi là-bas. Là, je suis plus dans une vibe LC Sport le matin et je mange mieux, etc. quoi. ok. Ouais, c'est des cycles, tu referas la fête dans 2 ans peut-être, mais là, cette année, c'est elle-ci, là. LC, ouais. Ok, et t'étais où dans le 92? Parce que moi, je suis né dans le 92. À Colombes. Donc Ok, j'ai commencé dans le Optique 2000 à Colombes en tant que vendeur et à la fin j'ai été responsable du magasin. ok. Et bon après ben opticien c'est un métier qui est déjà tu gagnes pas énormément. Tu dois travailler faire de la vente, tu dois travailler les week-ends. Donc c'est assez dur quand même. Et dans ma tête j'étais en mode j'aimerais bien avoir ben, perspective de carrière un peu meilleure, pouvoir et plus de flexibilité. Après, j'avais pensé à ouvrir un magasin d'optique, mais étant donné que le marché il était déjà très saturé et que les mutuelles en avaient marre en fait de toutes les magouilles, etc., ça devenait beaucoup plus compliqué de faire de l'argent en tant en tant qu'opticien. Et donc, du coup, bah, c'est plus tard que je me suis dit, bah, il faut essayer de monter des trucs en ligne. Surtout quand j'ai commencé à voyager, je me suis dit, ouais, mais bon, en fait, pourquoi je vivrais dans une ville comme Metz ou Paris alors que je peux vivre dans une ville où il fait déjà beau, et où les gens sont plus relax et où on peut, ben, où le pouvoir d'achat est meilleur aussi, quoi. Et Ouais. du coup, ben, Mhm. Internet, un peu comme toi, hein, tous ceux qui sont dans le e-commerce, ils ont vu une opportunité pour pouvoir ben, bosser depuis n'importe où et faire de l'argent assez rapidement en ligne. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai commencé moi l'e-com, hein. De toute façon, on commence un peu tous pour ça. Bah, il y en a, c'est vraiment pour la Lambo. Bon, la Lambo, moi, j'ai. Ouais, bon. C'est cool et tout, mais bon, tu peux avoir une Volkswagen, ça passe aussi. Mais c'est plutôt pour ouais, la liberté, la flexibilité, où t'es pas bloqué dans une ville, en fait. C'est plutôt cool de se dire, voilà, tu peux passer l'hiver à Pipa ou à C'est quoi ta ville? Copenhagen? Copenhagen. Copenhagen, l'hiver, c'est quand même plus cool que Metz ou Paris ou même Marseille, hein. Beaucoup plus cool. Et puis, bouger un peu, travailler depuis son ordi, c'est cool. Et faire des ventes en e-com, tu fais des ventes, bah, même en NFT, que tu fais des ventes la nuit quand tu dors, quoi. Tu te réveilles, t'as une petite surprise. C'est cool, mais c'est pas si accessible que ça. Les formateurs, ils disent que c'est facile. C'est quand même c'est vraiment hardcore, hein. Et du coup, avant d'être opticien, est-ce que tu faisais un peu des petits deals, des petits trucs entrepreneuriaux? Est-ce que t'as ça dans le sang depuis que t'es tout petit ou non? Bah, mon père est entrepreneur déjà de base, il est expert en assurance, il a ouvert plusieurs bureaux. Mon frère est entrepreneur aussi, vu qu'il a sa start-up maintenant. Moi, à part quand j'étais plus jeune, acheter des polos factices en Chine et les revendre sur eBay, j'ai pas fait grand-chose Ouais, non, mais ça d'entrepreneur, mais m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir. Parce qu'il y a plein de gens, tu sais, qui se reconnaissent là-dedans. Moi aussi, j'avais acheté des vélos, des bicyclettes et je les revendais un peu plus cher. Tu les retapes un peu. Mais c'est déjà un peu du troc, tu sais, des trucs comme ça. Vas-y, raconte ça, du coup, sur eBay, c'était quoi? Du coup, ouais, c'est avec un pote à moi qui était dans le même collège que moi. On avait vu qu'on pouvait commander, ouais, je sais plus si c'était sur AliExpress ou quelque chose dans le même genre. Et on parlait sur MSN, je crois, des mecs directement en Chine. Et après, on se faisait livrer les colis et après, on les revendait sur eBay. Bon, bien sûr, c'était pas légal, mais à l'époque, des fois, eBay flaguait pas. Et si c'était des trucs assez bien faits, ben, du coup, tu pouvais les revendre quand même assez cher, quoi. Jusqu'à un jour où, au final, un ami à nous qui attendait un gros colis à la poste s'est fait flag par la douane. Et bon, là, ben, du coup, on s'est fait allumer et c'était la fin. C'était la fin Ok. de projet là qu'on avait monté, quoi. Et ça, t'avais quel âge? Ça, je devais avoir 15 ans, je crois, quand on a lancé ça, 14-15 ans, ouais. Mais ça Ok, avait ouais, bien ouais. fonctionné, quoi, pendant un moment, quoi. T'avais fait combien de sous? Parce que quand t'achetais des polos, t'en achetais par cinquantaine. Je sais plus, mais on vendait, à chaque fois, on achetait 20 articles et on les vendait, quoi. Bon, à l'époque, Ouais. on avait dû se faire 500 balles, quoi. C'était pas énorme, mais bon, pour nous, c'était déjà bien, quoi. Ouais, bah, c'est bien, à 14 ans, t'as de quoi t'acheter tes petites bouteilles le week-end. Ouais, c'est ça Mais le après, j'ai truc. plus appris par moi-même, en fait, parce que du coup, bah, à la base, moi, je fais pas du tout de marketing, j'ai pas de formation là-dedans, mais bon, au début, en fait,
appris à comment on monte une boîte. Ensuite, quand j'ai voulu monter une boîte, j'ai essayé de trouver les moyens de ne pas payer trop de taxes. Donc, j'avais monté une boîte au Wyoming. C'est quand j'avais mon agence de marketing. J'ai fait pas mal de recherches pour faire ça. J'avais réussi à monter une boîte. Après, j'ai appris comment facturer. De là, j'ai fait, bon, bah, il faut que je fasse un website. J'ai appris comment faire un website. J'ai essayé de le faire par moi-même. Après, j'ai vu que c'était assez limité. J'ai commencé à connecter avec des gens qui pouvaient faire le website. Ouais, de fil en aiguille, j'ai appris plein de choses comme ça par moi-même. Même quand on a lancé du coup le projet NFT, on l'a lancé, on était trois au début, le premier projet. Et du coup, bah, tu apprends tout par toi-même, tu passes des nuits blanches jusqu'à ce que bah, ça fonctionne, quoi. Après, je pense que e-commerce, NFT, ça a été aussi des grosses hypes qui fonctionnaient bien à un moment. Et à chaque fois, il y a des nouvelles hypes, et donc du coup, bah, tu peux éventuellement te recycler dans d'autres choses, quoi. Ouais, bah C'est maintenant, ce vraiment... serait plutôt l'IA ou ce serait plutôt les Ouais, OFM, OnlyFans, etc. C'est plutôt ça en ce moment. Mais ça va très vite, c'est-à-dire que après demain, ça se trouve, il y aura un nouveau truc. bah Et ouais, c'est c'est dur ça. de prendre toutes les vagues quand t'es surfeur, quoi. Bah ouais. Et là, ouais, comme tu l'as dit, les grosses tendances de moment AI, bah, je vois même dans la crypto, là, du coup, c'est beaucoup les AI agents. Donc, tout ce Ouais. qui va être, qui va te permettre ben, de t'aider à faire des posts sur les réseaux, par exemple, ou qui va t'aider à trader avec les AI, ce genre de choses, c'est très, très hype. Les mêmes coins, c'est hyper hype là dans la crypto cette année. Depuis que Trump il a lancé son truc, je pense qu'il y a plein de stars qui vont lancer. On n'a même pas encore vu le début du truc. Ça risque même de partir un peu dans tous les sens. Mm. Parce qu'au final, on se retrouve dans un marché crypto où 95% des projets, c'est du bullshit. Ils sont Mm. tous en train, soit ils ont levé des fonds, ils ont déjà assez de liquidité avec leurs tokens et du coup ils vivent là-dessus mais ils buildent rien. Soit ils font un espèce de projet qui ressemble à quelque chose dans le but d'aller lancer un token et de faire un maximum de sous comme ça. Donc on se retrouve dans un écosystème où il y a très très peu de gens qui buildent des vrais produits qui servent vraiment à quelque chose, quoi. Donc c'est un peu une bulle spéculative, quoi, clairement. Bah, j'ai acheté Trump le jour même et j'ai revendu le lendemain matin. Ce qui me fait que en fait j'avais pas acheté au bon moment, tu vois. Bah ouais. Mais ça avait quand même fait x2. Et du coup, quand Ah bah j'ai c'est bien. revendu, ouais, mais quand j'ai revendu, j'ai pas revendu à x... Enfin, si, j'ai revendu à x2, mais j'ai revendu que la moitié de ce que j'avais. Donc en gros, je suis à break-even. Et j'ai toujours des Trump en portefeuille gratos, Ah, quoi. attends, hein, ça va repumper à bout d'un moment, hein. Quand le marché il va partir, tu seras en positif. Ouais, je sais pas. Et Et le Mélania, je token l'ai pas Bitcoin, senti. ouais, Le, c'est un- le, le Mélania, je l'ai pas du tout senti. Et j'ai bien fait parce que au moment où j'étais dessus, comme j'arrive toujours un peu en retard, tu vois, je suis pas un requin de la crypto où il faut arriver, tu vois, à la minute près. C'est ça qui est dur aussi. Comme bah, j'arrive toujours genre 6 heures en retard ou même 12 heures en retard, c'est déjà trop tard. Bah Mélania, je l'ai pas senti et ça a bien bien chuté, hein. bah ouais. Mais parce Mm. qu'il y a des insiders. En fait, les insiders, ils rentrent tous avec énormément de fonds et ensuite, ben, ils sortent. Et donc là, tu as tous les petits retail qui rentrent au moment où les insiders ils sortent et ils se font rect, quoi. Donc si le Mm. projet, c'est pas un projet qui va rester sur le long terme, ben, t'es un peu niqué, quoi. Mm. Mais là, je crois qu'apparemment, il y a un token sur Kanye West qui devrait sortir dans pas longtemps, là. C'est les rumeurs. Donc, Et si il vous sort quand? voyez là, d'ici quelques jours un token sur Kanye West, bah, vous penserez à moi, quoi. Tu me le dis, hein. Tu me dis avant, hein. Parce que moi, je rentre même pas là-dessus, en vrai. J'ai investi sur des projets, mais j'ai investi sur des projets qui sont quand même plus solides, quoi, que juste de la rumeur, même coin, quoi. Bon, ça, tu mets un tout petit billet tranquille. Mm. Ouais, mais j'ai pas le temps, en fait. Donc, je préfère pas. Je préfère Ok. avoir des plus grosses positions sur des trucs plus solides. J'ai déjà. Ok, C'est je plus comprends. intéressant pour moi. Je comprends. Bon, bah revenons un peu du coup sur ta présentation chronologique. Oui. T'as écouté toi des épisodes de nous, Ouais, Decompreneurs? ouais, j'avais écouté, ouais. Ok. Donc tu sais comment ça se passe. Donc moi j'aime bien. Bah, t'as quel âge toi déjà? 34 ans. Ok. Donc t'es de 90. C'est ça, de 90, ouais. Ok. Donc en quelle année donc t'as été opticien et en quelle année de opticien tu t'es dit ok, vas-y on change, on va passer en mode digital nomade, on va prendre le risque en fait de faire des projets. Vers 25 ans, je crois. En gros, Hmm. à la base, moi, j'ai fait 3 ans d'études. J'avais pas eu mon diplôme. J'ai Hmm. commencé à bosser à Paris, et du coup, sans mon diplôme, j'avais juste un BEP qu'on m'avait fait passer à la fin d'une année. Ok. Et après, je l'ai passé en candidat libre, je l'ai eu. Donc, on va dire que j'ai vraiment voyagé. En fait, j'ai voyagé pendant 2 ans quand je devais avoir 24 ans. Et j'ai fait un an en Nouvelle-Zélande, donc backpacker. Et ensuite, j'ai Ok. fait un an en voyage en Asie. Et c'est là que j'ai commencé à lancer des projets en ligne.
Au début, bah, c'était avec un ami, l'agence de booking de musique électronique. Et Oui. avec, donc après, on a commencé à faire du marketing du coup pour les artistes. Donc on gérait vraiment l'image des artistes et on développait leur page Facebook, Instagram. Et on faisait aussi de la gestion d'événements sur Facebook. Donc du coup, avec des ads, vraiment pouvoir gérer la communication d'événements de musique électronique, quoi, ou de festivals, de choses comme ça, quoi. Ok. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre. J'en avais vraiment marre parce que c'était que des ups, des downs et c'était pas vraiment steady. Et les artistes, ils sont vraiment compliqués. C'est Hmm. pas facile de bosser avec des artistes. Du coup, bah, après, j'ai switché en mode corporate à bosser avec des boîtes, des vraies entreprises, quoi. Pas des gens dans le milieu de la musique électronique ou de l'événementiel. Donc ça, c'était une agence Web 2 en fait. Web 2, ouais. Ouais, ouais, j'ai une première agence Web 2 avec un associé. Et après, j'en ai eu une où j'ai été solo. Et ça, j'ai bossé dessus pendant 3 ans, je crois. 3 ans. Et après, j'avais l'agence Web 2 en même temps que les projets crypto. Et Hmm. après, en fait, j'ai cut l'agence Web 2 et en fait, j'ai monté une agence marketing Web 3. Ouais, ouais. Mais qui était aussi liée à la boîte de mon frère. Parce qu'au final, mon frère, il avait fait les projets NFT. Moi, j'avais fait les projets NFT. Ensuite, mon frère a monté une plateforme qui permet de faire de la gamification, donc des quêtes pour les projets crypto dans le Web3. Donc, imaginons, tu vas créer une campagne, tu as des quêtes qui sont reliées à Telegram, Discord, Twitter. Avec l'API, on peut aller voir si tu as complété ces quêtes et Ok. tu gagnes des points. Ok. Et les points, à la fin du mois, tu peux reward ta communauté Ouais. avec les points. Après, il y a plein d'autres quêtes possibles. Mais ça, du coup, c'était le projet que mon frère il a monté. Et ils ont fait, donc ils étaient à Station F, ils ont fait une levée de fonds. Ensuite, le projet a explosé. Ils sont passés en un mois à 200 000 utilisateurs. Et c'est là, quand ils sont passés à 200 000 utilisateurs, que mon frère m'a dit ouais, on a besoin d'aide pour tout ce qui est communauté support. Et on a géré la communauté Discord et le support pour eux pendant un an, quelque chose comme ça, ouais. Et de fil en aiguille, après, on a réussi à trouver d'autres clients dans le Web3 pour justement gérer leur communauté, etc. Et j'avais déjà l'expérience des projets NFT qu'on avait fait auparavant. Hmm. Donc revenons du coup sur le début, parce que nous on aime bien aller en détail quand même sur ce que tu as fait au début, donc allons sur quand tu as accompagné en fait des DJ. Ouais. Tu faisais quoi pour eux concrètement? C'était vraiment des Instagram? Est-ce qu'il y avait du live Instagram? Alors, il y avait toute une partie où je contactais du coup des potentiels bookers, donc des organisateurs de soirées qui pourraient booker du coup l'artiste. Donc il y avait toute cette partie contact networking. Et après, je devais dealer avec du coup avec les promoteurs, du coup le paiement de l'artiste, tout ce qui est aussi booker l'hôtel, booker les billets d'avion, donc toute la logistique. Et au final, c'était un enfer. Il y a tout le temps des problèmes à gérer, etc. Les artistes font des caprices, des fois de l'autre côté aussi, ils payent pas. Mais le bon truc que j'avais appris de ça, c'est que si tu bosses avec un upfront payment, donc tu bosses que avec les gens quand ils t'ont payé à l'avance, sinon tu commences pas à bosser, ça résout plein de problèmes déjà. Ouais, Parce c'est que, ce que je fais moi sur l'agence Web 2, hein. Enfin, l'agence où je fais des créas vidéo photo. Maintenant, je dis c'est 100%, tu payes 100% au début. ouais, pareil. Et sinon, je bouge même pas le petit doigt, quoi. Parce que sinon, ils Voilà. vont te dire, ah, bah, je sais pas, c'est chiant ça. Et Ouais, puis ouais, après, il est malade, et après, truc, après, il paye c'est pas. ça. Ouais. C'est Mm. ça. Donc ça, c'est un vrai truc que j'avais appris grâce à cette expérience-là, quoi. Et c'est ce que je fais toujours aussi maintenant, c'est upfront payment. Si tu veux pas payer upfront, tu bosses pas avec nous, tant pis, quoi. Ouais, exact. Moi, je suis d'accord avec toi. Ok, et du coup, les DJ, t'en avais des gros, il y en a qui sont connus, et Ouais, combien ils ouais, étaient il y payés à avait peu près? un artiste, un des deux mecs de Minilog, dans musique électronique, et un autre gros artiste qui a vécu à Londres et en Suisse qui s'appelle Kenom. Et après, en fait, le truc, c'est que je me suis aperçu plus tard, mais la musique électronique, c'est très compliqué parce que déjà, c'est un milieu qui est saturé maintenant. Et en fait, le game, il a complètement changé, quoi. Tout passe par les réseaux sociaux maintenant. Et en fait, les artistes, les DJ ou les producteurs de musique électronique, c'est plus des influenceurs sur les réseaux sociaux que des bons artistes en soi, quoi.
Donc on va se retrouver plus avec des petites meufs genre Amélie Lenz, Charlotte de Witt, etc. qui vont du coup cartonner parce qu'elles sont mignonnes et qu'elles ont des énormes réseaux sociaux plutôt qu'un artiste qui fait vraiment de la bonne musique. Et du Hmm, coup, j'ai senti que ce milieu, il était pas sain déjà. La plupart des hmm. gens étaient pas très réglo souvent. Et puis surtout que c'était un milieu qui était saturé et qui allait être compliqué pour moi de continuer dedans, quoi. Ok. Ouais, je vois. Et toi, tu prenais combien de commissions Nous, je crois qu'on margeait à peu près. Alors, quand c'était des contrats et qu'on signait du coup vraiment un gig pour l'artiste, on prenait 20%, je crois. 20% du gig en frais d'agence. Donc ça, c'est ce qu'on avait. Et après, bah, il y avait des artistes qu'on facturait au moins quand on gérait leurs réseaux sociaux, quoi. Si on gérait leur Hmm. Instagram, par exemple, leur communication, des choses comme ça, quoi. Après, on aurait pu Ok. faire beaucoup plus d'argent si on avait eu ben, des plus gros artistes et si on était mieux connecté avec les promoteurs, mais c'est un milieu qui est hyper fermé et qui est très bullshit. Donc c'est vraiment compliqué Ouais. de développer tout ça, quoi. Ouais. Il y a un épisode avec Kwende qui vient de Guyane française, épisode 6, il me semble, du podcast. Et il a fait ça beaucoup, 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 pour plein d'artistes. Et il en parle. Et il organisait des gros concerts et tout à Bercy, des gros concerts en Guyane, les plus gros trucs en Guyane, les événements comme ça, avec des artistes. Et il disait ouais, qu'il faut bien les connaître, les artistes, et que parfois ils veulent leur bœuf, ils veulent leur truc. Il faut C'est être un ça. peu au petit Là, soin, quoi. ils ont un rider artiste et après, bah, ils demandent ce qu'ils veulent dessus. Et moi, j'avais des artistes qui étaient trop relous. J'avais un artiste, il voulait voyager que avec telle compagnie aérienne parce qu'il était flippé de la vie et qu'il voulait pas prendre l'avion. Donc ça compliquait tout. Donc des fois, il y avait des gigs, ils avaient pas trop le budget, mais il fallait quand même utiliser cette compagnie aérienne-là. Ouais, il y a tout le temps des petits caprices, quoi. Ouais, ouais, c'est compliqué, hein. Et il dit parfois, ouais, les mecs, ils annulaient au dernier moment, etc. Et tout Ouais, était niqué, quoi. ouais, des fois j'ai eu des enfers, j'ai eu des trucs de ouf. Un artiste il me dit bon, là j'ai fait un mauvais rêve la nuit dernière. C'est un truc qui dit que je vais sûrement me cracher en avion, donc là en fait je peux pas prendre l'avion. Je fais mais qu'est-ce que je raconte au promoteur? Je vais pas lui raconter que ton histoire et ça va pas le faire du tout, tu vois. Et voilà quoi, ce genre de truc. Ouf, ouais, moi je m'arrachais les cheveux quoi à la fin. Du coup c'était pas Ah très, ouais, ouais. ouais, c'était compliqué quoi. Bah, en fait, Et parce que t'es dépendant de lui, quoi. ouais, t'es dépendant de l'artiste, mais après, il y a aussi des promoteurs qui sont pas carrés du tout non plus, quoi. Qui essayent grave de te la mettre à l'envers ou qui disent qu'ils vont faire des choses, rien que le matériel que l'artiste utilise, s'ils respectent déjà pas le rider et qu'ils ramènent pas le matériel que l'artiste y veut, bah déjà, ça peut créer des grands problèmes. Si l'artiste arrive, qu'il n'y a pas le matériel qu'il veut, il peut dire, bon, bah, ok, bah, moi, je joue pas, par exemple. Et ça peut encore créer d'autres soucis, etc. Bon, après, je te passe les avions qui peuvent être décalés ou annulés, ce genre de choses. Ah ouais. Ouais, il peut y avoir plein de Ouais, problèmes, vraiment. Ah, bah, c'est de la logistique, quoi. La logistique, c'est jamais vraiment facile, quoi. ouais, ouais, c'est galère, hein. Il suffit que, par exemple, il y ait une escale et entre les deux escales, tu perdes 1 heure et après, tu t'es niqué, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et Il faut puis, faire bon, gaffe, ouais. en général, c'est une soirée avec une date précise, une heure précise, et donc, moindre décalage, c'est foutu, quoi. Hmm. Et c'était combien à peu près les gigs? Les gigs, l'artiste, il était payé entre 2000 et 5000 suivant le type de prestation qu'il faisait, quoi. Si c'était un DJ Ok. set ou un live, et si c'était un club ou un festival. En général, les festivals, ils payent mieux. Ok. Ok, quand même, hein. Et toi, tu pouvais prendre ouais, entre 500 et 1000 à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si c'est toutes les semaines, c'est ça, c'est toutes les semaines ou c'est même plus? C'est combien de fois par mois? Bah, l'artiste, en général, il joue tous les week-ends, ouais. Il jouait tous les week-ends. Mais en général, ce que tu essayes de faire pour ce genre d'artiste, c'est d'organiser des tournées. Donc, s'il va dans un pays, c'est qu'il ait plusieurs gigs dans le même pays, quoi. Ok. Comme ça, toi, t'économises sur l'avion, etc. Et puis Et l'organisation, voilà, c'est plus simple. exactement, Ouais. ouais. C'est ça, il y a des flight shares entre les promoteurs, ce qui permet de réduire les coûts. Ouais. Et toi, c'était dans quel pays en général? Alors moi, ça dépend, c'était beaucoup en Europe. Hmm. Après, j'avais organisé un tour aux États-Unis, mais c'était super galère avec avec les visas là-bas. Euh, Ok. Sinon, un peu en Asie aussi. Et sinon, c'était énormément en Europe, quoi. Et c'était beaucoup plus simple aussi avec les Hmm. billets d'avion et les frais, quoi. Ok.
Ok, ok. Donc ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Et après, moi, le truc, c'est que l'associé avec lequel j'étais, lui, était artiste de musique électronique. Et en fait, moi, j'étais pas. Enfin, je voulais pas en faire, moi, de la musique mon métier. Donc, au bout d'un moment, je suis là, bon, bah, ce milieu-là, en fait, moi, j'ai pas grand-chose à y gagner. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du marketing vraiment pour une boîte qui avait rien à voir, du coup, dans le multilevel marketing, quoi. Ah oui, ok, ok. Mais attends, mais t'étais Avec DJ un Hicham, peu à Lisbonne. avec qui t'avais déjà discuté, ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais t'as fait DJ à Lisbonne. Ouais, j'ai fait DJ à Lisbonne, mais c'était plus pour le fun, quoi. C'était pas pour en faire ma Ouais. carrière. Ok, ouais, ouais, pour le fun. Ok, ok. Et oui, ok, donc vas-y, bah, alors multi-level marketing, c'était quoi ça? Alors, en gros, c'était des concurrents de Herbalife. Donc, ça Ok, s'appelait Arix à l'époque. Maintenant, ça a ouais. changé de nom parce qu'il y a eu pas mal de complications sur le projet. Mais en gros, ouais, c'était du multi-level marketing. Et au début, j'avais commencé par gérer 2 comptes Instagram, je crois, pour eux. Donc, du coup, je gérais les comptes Instagram des managers Mhm. dans le multi-level marketing. Donc, pas ceux qui revendent, hein, pas les reps. Vraiment les managers, donc embauchés par la boîte, donc embauchés par Arix. Parce qu'en gros, le principe du multi-level marketing, je crois qu'à la base, ça avait été inventé par Tupperware. C'était vraiment, en fait, la petite femme, la femme de foyer, tu sais, chez elle, la mère Ouais, au foyer, qui va ouais, vendre à ses amis des Tupperware en faisant une petite réunion, tu sais. Il y avait ouais, pas mal de ça aussi quand on était plus jeune avec nos mères et tout. Des réunions ouais. entre femmes au foyer qui vont bah, du coup vendre des produits entre elles et puis t'es commissionné donc du coup sur les ventes que tu fais quoi. Bah, je crois que Et ça s'appelle la réunion Tupperware, non? ouais, ça va, je crois que c'est un truc comme ça, ouais. Et en Je gros, pense bah que là, ça s'est fait beaucoup fait aussi avec le make-up. Je crois qu'il y a des entreprises qui ont fait beaucoup avec bah, le c'est ça, ouais, make-up ouais, bien sûr. et les Bien sûr. sextoys. Les sextoys aussi. Ouais, ça, je Bah oui, savais pas. Mais parce que du c'est coup, dur de Harry, faire de la pub en ligne pour sextoys, mais tu peux faire de la pub dans les maisons, quoi, en fait. ouais, pas bête. Mm, mm. Mais donc du coup, ben, Herbalife, justement, c'est un peu les trucs bien-être, etc. Là, Harry, c'était les concurrents, ils faisaient des choses en rapport avec bien-être, cosmétiques, des choses comme ça, quoi. Et du coup, Mm. ben, j'avais démarré avec 2 comptes et ensuite, je crois que à la fin, j'avais genre 7 comptes à gérer, quelque chose comme ça, ouais. Ok. 7 comptes Insta à gérer et j'ai fait ça pendant 3 ans, 3 ans, je crois, un truc comme ça. J'ai bossé avec eux. Après, Mm. même une des personnes donc du coup qui m'avait embauché avait monté une autre boîte et là, du coup, je gérais les réseaux sociaux aussi pour eux. Donc, l'agence était scalée déjà juste avec ce client-là, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais du coup pour l'Insta? Du coup, l'Insta, bah, en gros, je gérais j'ai même lancé des Insta de A à Z et j'étais en contact à chaque fois avec les reps du coup pour qu'ils m'envoient du contenu pour que je puisse le poster sur les réseaux sociaux. J'étais un peu derrière eux vraiment à chaque fois pour que bah, ils créent du contenu, qu'ils me le donnent. Je rédigeais les posts. Du coup, je faisais des actions tous les jours pour pouvoir booster un peu le compte. J'allais follow, euh, j'allais follow des autres comptes. Après, vu qu'eux, ils bossaient avec les reps. Si Mm. j'étais un peu smart et que je reliais en story ou des posts et que je taguais les bons reps, ça permettait d'avoir de l'attraction sur le post. Parce qu'en gros, Ok. étant donné que c'est quand même quelque chose qui fonctionne sur les réseaux sociaux, beaucoup maintenant le multi-level marketing, dans la tête de justement la personne qui m'avait embauché, Hicham, enfin tous les managers devaient avoir un Instagram qui était un minimum développé, quoi. Sauf qu'il y avait pas mal de managers qui étaient à l'ancienne, qui étaient assez âgés et qui étaient plus encore sur Facebook, quoi. Alors que c'était vraiment quand l'ère Instagram avait explosé, quoi. Et donc du Mm. coup, ben, le boss qui m'avait embauché, il voulait que ben, tous les managers étaient. Après, c'était une boîte qui était à l'international, donc il y avait des managers qui étaient en Italie, il y avait un autre manager qui était en Suisse, il y avait un autre manager qui était aux États-Unis. En fait, il voulait vraiment que tous ces managers ils aient une image bien gérée sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, ils postent souvent que ben, du coup, leur feed ressemble à quelque chose qui est quand même stylé et qu'il y ait des followers et des interactions avec les représentants, quoi. Ok. Et du coup, là, tu bossais en tant que freelance. Je bossais en tant que freelance, ouais. En gros, ouais. Mm. En tant que freelance. Après, j'avais développé quelque chose d'autre pour la boîte. Je faisais des webinars pour la boîte, en fait, pour les représentants aussi. Donc, pour qu'ils développent, eux, leurs réseaux sociaux. Et en gros, bah, je les formais un peu aux bonnes actions à faire sur Instagram, quoi. Avec les guidelines aussi de la boîte.
parce que il y avait des choses qu'ils pouvaient dire sur les réseaux sociaux ou ne pas dire sur les réseaux sociaux. Parce que Hmm. le multi-level marketing, c'est quand même quelque chose qui est assez tendu au niveau de la loi. Ouais. Euh, Justement, il y avait eu un moment sur M6, je crois, je sais plus dans quelle émission, mais ils avaient dénoncé justement les dérives du multi-level marketing un peu Ok. comme un scam, quoi. Et il y a toujours ce truc Ouais. où il y a des gens qui disent ouais, c'est du pur scam, il y a d'autres qui disent bah non, au final, c'est de la vente classique comme il y a toujours eu dans le monde, etc. Ça a toujours fait polémique et il y a toujours eu ça a toujours été un peu tendu au niveau de la loi suivant les pays, quoi. Bah, ça dépend si c'est un Ponzi ou si c'est juste du bouche-à-oreille, quoi. Donc, Mhm. Ouais, mais justement, il y a toujours cette zone un peu grise. hmm. Il y a toujours cette zone Hmm. un peu grise. Ouais. En soi, c'est du bouche-à-oreille. Mais et mérité. Enfin, tu gagnes une commission méritée. Enfin, c'est Ouais, logique, hein. après, le truc qui est toujours un peu tendancieux, c'est que les gens qui sont en haut de la pyramide, c'est eux qui font le plus d'argent et les petits nouveaux qui arrivent à la fin. Mais au final, c'est un peu comme un meme coin. C'est un peu comme un meme coin, comme une crypto. Les petits gens qui arrivent à la fin, bah, c'est eux qui se font niquer, quoi. Alors que ceux qui sont Ouais. tout en haut, qui ont lancé le token ou le projet, bah, c'est eux qui Hmm. s'en mettent plein les poches, quoi. Surtout s'ils peuvent Hmm. gagner des pourcentages sur les nouvelles personnes qui rentrent, etc. Bah ouais, à la fin, comme tu dis, c'est un Ponzi, quoi. Hmm. Ok, alors ça a duré combien de temps? Ça a duré 3 ans. Et au bout d'un moment, j'étais déjà en train de lancer des projets dans la crypto, en fait, au bout de 2 ans. Je tradais déjà, et ensuite j'ai essayé de lancer des projets, et ensuite j'en ai lancé un qui a vraiment explosé, quoi. Ok, bah raconte-nous quand même, les échecs, enfin les premiers que tu as lancés et Alors, le ceux premier qui ont pas. projet que j'avais lancé NFT, qui était un énorme flop, c'était Weed Fighter. Bon, en gros, c'était. Bon, en fait, le C'est truc, quoi? c'est que j'ai essayé de Weed? faire quelque chose qui était vraiment très abouti. Donc déjà, c'était des petites têtes de weed, tu vois, donc qui se bagarrent dans un jeu. Et j'ai bossé en fait C'est avec pas un mal. graffiti artiste. Et on a tout créé, on a créé euh, tous les décors du jeu et tous les personnages du jeu, les guns et tout. Et c'était une sorte de Worms. Et tu pouvais te battre dans le jeu avec les personnages et tout. On a tout Trop bien. développé, hein. On a développé ça à trois. Il y avait tout qui fonctionnait et tout. Sauf que bon, j'avais rien compris à comment fonctionnait la crypto et les projets Web3 et au marketing. Et en fait, quand on l'a lancé, bah, on a fait un flop, on n'a pas fait d'argent, quoi. Et moi, j'avais essayé d'investir dans du marketing et je crois que j'ai perdu 10 ou 15 000 sur le truc là au lancement en utilisant ben, des influenceurs flingués sur Twitter. Euh, Ouais. et au final, un mois ou 2 mois après, en fait, je lançais un autre projet. NFT, mais avec un artiste qui s'appelle One Miser, qui est connu dans le street art, en fait. C'est vraiment un artiste Mm. connu, reconnu, qui vend des toiles, pour te donner une idée, dans les faciles 20 000, quoi, 20 000 la toile, quoi. Donc il y a quand même une cote. Ouais. Et on a fait un partenariat avec le Legacy Concept Store, donc du coup, qui est un shop qui est dans le Fouquet's à Paris, Ok. qui est donc du coup en fait l'ancien acheteur de Colette qui a annoncé ce type de shop. Et Ok. ça, en fait, j'avais un associé du coup qui était connecté avec ce mec-là parce qu'il faisait de la revente de produits de luxe pour Colette à l'ancienne. Donc j'avais la Ok. connexion avec mon associé pour le Legacy Concept Store et l'artiste aussi Waymiser. Et après, bah, moi Mm. j'avais la connexion de mon frère du coup qui faisait le smart contract. Donc on a fait le smart contract pour le projet. J'ai appris de mes erreurs. On m'a connecté qu'une agence de marketing. En fait, on a pris des influenceurs qui étaient quali. Et bah, j'ai géré Mm. le côté marketing, donc vraiment de lancer un Discord, gérer une Mm. communauté. Mm. Et là, on envoie le projet. Donc en 2 mois, on build le tout en 2 mois. Et là, sold out en 3 minutes, je crois. On avait fait, à l'époque, c'était 300 000, je crois. On avait fait 300 000 Ok. sur la première collection en 3 minutes, alors qu'on avait dû dépenser 30 000 balles de marketing, quoi. Donc Ok. Bien. énorme bénéf. Bon, après, il fallait Mm. payer l'artiste et tout aussi. Ouais. Mais ça avait bien fonctionné, quoi. Ça avait bien fonctionné. Et en fait, notre concept, c'était, il y avait un NFT, mais le NFT est relié à une œuvre physique. Donc, il y avait un tableau Ok. de base qui avait été fait par Mm. l'artiste, qui était un Lugia, un Pokémon. Et Mm. ensuite, les gens, via le NFT, recevaient un print de l'artiste, donc signé et rehaussé, qui sort de l'atelier les mêmes ateliers que Chagall et Picasso, là où ils faisaient leur print à l'ancienne.
Ok. Et donc, du coup, il y avait en fait, ce qu'on avait compris avec mon frère, parce que mon frère, en fait, il a lancé un premier projet NFT. Ça a pas fonctionné, mais ils avaient rien dépensé. Ils ont fait un flop. Ils ont pris 300 000 en faisant un flop. Ils avaient pris 300 000 parce qu'ils avaient vraiment Ok. rien dépensé. S'ils n'avaient pas fait de flop, ils auraient pris 2 millions, je crois, un truc comme ça. Ensuite, mon frère, C'était quoi comme projet? c'était en rapport avec le gaming. C'était en rapport, un projet ouais, en rapport avec le gaming. Et au Ok. final, ils font le flop, mais sauf que eux, en fait, ils étaient déjà à l'école 42 et c'était des builders, ils faisaient que de build, c'était des malades. Et, mon frère, il buildait avec euh, une des personnes qui a terminé premier en fait à 42 l'année où il y était. Donc ils Ok. arrivent, ils enchaînent, ils en build un deuxième. Et là, en fait, mon frère, il avait le contact d'un mec très blindé en fait à Paris. Son père, gros collectionneur d'art. Hmm. Et en fait, le père, il a énormément d'œuvres de Philippe Pasqua, donc du coup qui est artiste en France, deuxième cote artiste en France. Et, si tu veux, Ok. il y a des œuvres, et c'est le petit-fils de Charles Pasqua, le ministre à l'ancienne. Ok. Genre, il y a des œuvres de lui à Monaco, directement sur le bord de Monaco, là, où il y a Place Vendôme, il y a une méga œuvre à lui. Il y a des œuvres à lui qui valent 1 million, des trucs dans le genre. Et mon frère, du Hmm. coup, approche l'agent de l'artiste là et lui dit, bon, bah voilà, nous, on fait des NFT, on sait faire des smart contracts, nanana. Le mec, il y croit pas du tout. Il fait, oh, ouais, non, 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 ouais, si tu veux, vas-y, utilise, lance. Mon frère, il le lance sans marketing, 24 heures, 1 million. Boum. C'était Ah plié ouais. déjà. Donc, ouais, ouais. 1 million de chiffres. Là, le mec, l'agent, il a vrillé. Il s'est dit, ouais, c'est quoi ce délire? Du coup, ils ont pu lancer d'autres collections, etc. Et ils en ont lancé plus Il a tard. frié. Bon, au bout d'un moment, ça s'est cassé la gueule parce que l'agent était complètement, était pas très stable et était pas très sérieux. Et en fait, il était hyper excité par l'argent. Et mon frère, Ah il ouais, avait merde. lancé au moins trois autres collections, dont il avait fait les NFT de Cobaladé aussi. C'est eux qui avaient géré toute la partie tech, mais ça avait été un flop. Et Ok. il a géré bah, du coup, le projet avec moi, avec OneMizer. Et donc là, c'était la première collection. Avec OneMizer, on avait fait 300 000, mais on en a lancé trois en tout. On avait lancé une deuxième qui s'était moins bien passée parce qu'on s'est fait attaquer, en fait. On s'est fait Oui, oui, attaquer oui. par les acheteurs qui étaient déçus du projet de Philippe Pasqua sur mon propre projet. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on lance la deuxième collection, balle de marketing, tout nickel, tout allait bien se passer, etc. Et en fait, on lance la collection, donc tu avais un prix d'achat qui était à 0,5 Ether. À l'époque, c'était genre 1000 balles, un truc comme ça. Et là, on a Ouais. une armée de mecs qui arrivent, qui achètent à 1000 et qui remettent en vente moins cher juste pour nous niquer notre projet, quoi. Et les mecs, ils ont dû cramer 40 000 ou 50 000 juste pour fumer mon projet, quoi. Et Ah ouais. ça, c'était la deuxième collection. On avait quand même fait un sold out, on a quand même fait de l'argent, etc. Mais bon, c'était un gros stress. Et au final, j'avais fait une troisième collection en free mint où on avait fait un sold out en 3 secondes, je crois aussi. Et on avait généré un peu de sous. Et après, en fait, j'en ai eu marre, quoi. J'étais là, bon, dans les NFT, tu dois être tout le temps à fond, c'est de la pure spéculation. Après, j'ai monté l'agence de marketing P1 Studio, où bah, j'avais commencé à bosser avec mon frère, qui du coup, après les projets NFT, a monté la plateforme. Donc la plateforme, elle a été hyper successful, surtout que donc ils ont fait une première levée de fonds. En investisseur, il y avait Xavier Niel, il y a eu aussi dans les premières invest Web3 de LVMH aussi. Et dès la première année, ils étaient dans les meilleurs projets de Station F. Donc ils ont eu les bureaux gratuits Station F à vie. Ah ouais. Et 2 millions d'utilisateurs par mois maintenant la plateforme. Donc c'est un très Ah gros ouais. projet Web3. Ouais, ouais, non, c'est vraiment, ça a cartonné. Euh, ils ont fait une deuxième levée de fonds, round 2, et là ils sont en full bénéf déjà depuis 1 an et demi déjà. Alors ils ont pas beaucoup de gens dans la boîte, ils sont entre 5 et 10, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est Et donc, gamification, Discord, Telegram. ouais, c'est ça, C'est ça pour. s'appelle Ouais. Zealy, si les gens ils veulent aller checker. Euh, Z-E-A-L-Y. Ah, ok. L-Y, Zilly, ouais, en anglais. Et du coup, bah, moi j'ai monté P1 Studio, donc qui veut dire Position One en racing, qui est relié en fait plus ou moins à Zilly parce qu'on vend des services de gros hacking où on utilise bah, le tool de mon frère. Et après, Mm. bah, plein d'autres services autour parce qu'en fait, moi j'ai vraiment appris à monter des projets sans argent à la base. Euh, et avec très peu de gens, quoi.
Donc vraiment au charbon, quoi. Pas dormir jour et nuit en lançant des projets. Et du coup, ben, je Mm. me retrouve quand même dans le milieu de Web3 où je vois des projets, mais qui ont énormément d'argent, avec des glandeurs, des mecs qui connaissent rien, qui sortent de grandes écoles des fois même en plus, et qui sont complètement à côté de la Mm. plaque, quoi. Il y en a plein qui sont là vraiment parce qu'ils font des levées de fonds, et en fait ils font des levées de fonds, et après ils se payent des sommes astronomiques, sans savoir vraiment où est-ce que leur projet il va aller, quoi. Mm. Donc, Ok, attends, bah, t'es allé super vite sur plein de points. ouais, Donc, on tu va veux revenir revenir. sur le point? Bah, en gros, tu disais que la première collection, là, c'était des Luigia. C'est le Lugia, ouais, Pokémon c'est là qui Lugia, vole, là. ça Mm. s'appelle Shining Lugia. Vandalized Lugia par Wayne Mazer, ouais. Et ça, en Ok. fait, on a fait Donc ça, c'est le 333 NFT. Pokémon. Pokémon, on a fait Ouais. 333 NFT, et en fait 333 NFT qui sont reliés à 333 prints. Et il y avait aussi 7 Ouais. raretés. C'était un peu comme la logique d'un booster Ok. Pokémon. Tu Ok. pouvais, en fait, suivant le NFT que tu allais tirer, parce que c'était un mint aléatoire. En fait, quand tu mint, c'était aléatoire, tu pouvais tomber sur des couleurs plus ou moins rares. Et il y avait Mm. 7 raretés différentes. Et, euh, Ouais. et donc, du coup, après, ben, forcément aussi, l'œuvre d'art que tu reçois, qui est un print signé et rehaussé par l'artiste, vaut beaucoup plus cher. Mm. Si c'est une couleur où il y en a que 7 par exemple, c'était, je crois, le gold, qui était le plus rare. Ouais. Même sur le marché, Ouais. en fait, même sans le NFT, sur le marché secondaire, avec la cote de l'artiste, si tu vas sur, je sais plus comment ça s'appelle, la Artsy ou les trucs comme ça vaut déjà beaucoup plus cher parce qu'il est plus rare, quoi. Et en fait, on a Ouais. gardé ce Ok. même principe sur les 3 collections. Après, je suis même allé plus loin. Donc la deuxième, c'était une Game Boy. Donc au lieu que ça soit le NFT qui soit vraiment comme l'œuvre d'art de base, en fait, j'ai pris le, le tableau de l'artiste qui avait été fait, qui était une Game Boy, et on est allé la faire en 3D avec des motion designers. Donc à la fin, on se retrouvait avec un NFT de la Game Boy qui bouge un peu comme ça, et Mm. qui est animé avec le logo de l'artiste qui s'affichait dessus, quoi. On était vraiment en train de Ok. se prendre la tête à faire des trucs hyper compliqués. Mm. Et ce que je me rends compte maintenant aujourd'hui, c'est pourquoi se faire chier à faire des trucs hyper compliqués quand t'envoies juste un truc simple qui fait beaucoup d'argent rapidement et que t'as beaucoup moins de trucs techniques à gérer, quoi. Ok. Donc le deuxième, c'est Et, la Game Boy. Et le troisième? ouais. Et en fait, on avait commencé à gérer, en fait, à développer une certification. En fait, parce qu'en gros, ce qu'on avait, le NFT et donc du coup l'inscription sur la blockchain, ça peut pas être modifié. Donc en fait, ce qu'on avait fait, c'est que un NFT est relié donc du coup à une œuvre physique. Et en fait, on a été inscrire sur la blockchain dans les métadatas tout ce qui était relatif à un certificat d'authenticité classique. Donc c'était le nom de l'œuvre, la numérotation de l'œuvre. Imaginons tu as l'œuvre 1 sur 15 par exemple, la couleur, Mm. euh, par qui bah, l'artiste du coup, l'année du coup où l'œuvre a été éditée et qui a édité l'œuvre. Là, c'était les Arts Urbains qui faisaient les prints. Et après, on a créé une web app qui permettait, donc quand tu reçois ton print, de scanner en fait au dos, il y avait un QR code et aller dans une web app, retrouver ton NFT et relier ton NFT avec le print. Donc tout fonctionnait bien, technologie top, etc. Mais bon, après, on allait faire quoi avec ça, quoi? On allait faire une levée de fonds, comment tu scales ça? Encore une fois, ouais, hyper fort techniquement, on est capable de faire plein de choses, mais comment tu fais de l'argent et comment tu scales le projet, quoi. Surtout que bon, après, on avait quand même fait 3 collections NFT. Donc la troisième, c'était une Pokéball. Ah oui, je Pokéball, m'en souviens. Ok. ouais, Pokéball, et encore des prints, etc. Et là, en fait, moi, mon associé, il a complètement vrillé à la troisième collection. Le mec, pas stable du tout, bipolaire, partir dans tous les sens, à mitonner et à pas délivrer. J'ai galéré à envoyer les prints à tout le monde et à faire en sorte qu'on délivre le dernier truc. Quand ça a été fini, j'étais bon, j'arrête ce projet, je passe à autre chose, quoi. Parce que j'en pouvais plus, ça me bouffait et c'était très, très, très compliqué, quoi. Malgré le fait qu'on ait fait de l'argent, hein, Mm. sauf que, sauf que de faire plein d'argent d'un coup, ok, c'est bien, mais c'est mieux de faire moins d'argent, mais de façon régulière, de bien dormir la nuit, d'avoir une vie plus stable, quoi. Ouais.
Bah, de toute façon, Repartir sur opticien, hein? non, pas opticien justement, mais en fait, j'avais commencé un peu à toucher à des choses que j'aimais bien, quoi. Donc, du coup, bon, après, j'aime bien le trading, etc. aussi. La crypto, c'est très excitant parce que du coup, ça a explosé, il y avait énormément d'argent à faire. Mais au bout d'un moment, tu te dis, ok, l'argent c'est bien, mais ma santé c'est plus important. Et quand tu es tout le temps sur ton téléphone parce que tu as tout le temps des trucs à gérer, etc., que tu peux même pas être avec ta famille ou avec ta copine ou autre, ou que tu te tapes des 2 jours d'affilée à bosser sans dormir, bah, au bout d'un moment, tu te dis peut-être qu'il vaut mieux que je me mette dans un business qui me permet d'avoir un équilibre plus stable, quoi. Ouais, la balance, quoi. Ok, Bah, c'est et ça. du coup, quand tu dis des prints, c'est des tableaux de quelle taille, genre? Alors, en gros, si tu veux, donc il y avait une œuvre originale qui était vraiment un vrai tableau, qui était un très très grand tableau, hein. C'était genre un 2 mètres par 1 mètre, quelque chose comme ça. Et après, les Ok, prints, ça devait être des 50 par 70 centimètres, quoi. ok, Et donc, du coup, le print, donc c'est pas juste, ça sort pas juste d'une imprimante classique ou quoi, c'est vraiment un truc qui est, euh, qui a une certaine épaisseur et qui a une qualité et qui est reconnue dans le monde de l'art, quoi. Tous les gros artistes ok. font ça, font ce genre de print-là, quoi. Ok, c'est pas une toile alors, c'est un espèce C'est pas de... une toile, non, justement, c'est vraiment un print, quoi. C'est un print. Ce qui est connu dans le monde de l'art, bon, c'est la toile originale. Après, tu as les sérigraphies et t'as les prints aussi. Et en général, Ok, c'est souvent un artiste, quand il fait une œuvre d'art, tu as l'œuvre originale et après, l'artiste, il fait des prints déclinés pour pouvoir faire un peu plus d'argent et aussi pour pouvoir que l'œuvre, elle soit accessible à des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Si tu as un artiste, la toile, elle vaut 100 000. Je sais pas, un artiste comme Guillermo Lorca, là, qui aggrave la cote en ce moment, bah, heureusement qu'ils vendent des prints à 1000 ou 2000 pour que ben, les gens puissent quand même acheter l'œuvre, quoi. Et après, ok, c'est je vois. aussi des œuvres d'art qui, sur le marché secondaire, ont une valeur. Et quand l'artiste a une cote, bah, tu pourras revendre le print de l'artiste de la même manière qu'une toile dans 10 ans, par exemple, si l'artiste a toujours une cote assez élevée, quoi. Ok, je vois. Et toi, du coup, t'as 3 prints chez toi ou pas? Ouais, j'en ai trop. J'en ai trop, puis j'avais acheté d'autres œuvres, d'autres artistes, etc. J'ai trop d'œuvres au final. Et j'ai C'est plein de stylé. NFT aussi, hein, donc, Ouais, mais c'est stylé comme ça, tu peux les afficher chez toi. T'as de ouais, la ouais, déco, bah, quoi. je sais, mais il faudrait que j'ai un plus grand chez moi, quoi. Il faudrait que j'ai un plus grand chez T'en moi. as plein, plein, plein. Ouais, Des j'en ai 2 mètres vraiment sur plein. 1 mètre, des gros Pokémon. Non, 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 mais j'en ai beaucoup. Ah, ok. Et du coup, j'aimerais bien savoir bah, comment on fait le marketing d'un NFT, quoi. Alors oui, justement, mais il y a tout un côté. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés au début des NFT pour expliquer aussi, ben, la plupart des gens, ils se disaient, mais les NFT, c'est quoi en fait? C'est une image, mais pourquoi les gens achètent une image qui vaut aussi cher? Donc déjà, la plupart des gens, ils comprenaient pas le principe. Sauf que, en fait, un NFT, avant d'être une image, c'est un smart contract. Et un smart contract, en fait, c'est un contrat qui est sur la blockchain et qui permet, en fait, de faire des échanges au même titre qu'une monnaie, quoi. En gros, en, justement en produisant ce smart contract, tu crées une monnaie en quelque sorte qui te permet ben, d'échanger le NFT sur le marché secondaire sans que ça soit falsifié. Donc du coup, en fait, tu as le fait d'avoir le smart contract. Après, ce qui fait vraiment euh, le succès d'un projet, c'est la communauté en général. Donc vraiment, la communauté, ça va être une communauté qui, en général, démarre sur Discord. Discord ou Telegram. Les mêmes coins sont beaucoup sur Telegram. Les projets NFT étaient plus sur Discord à l'ancienne. Et ensuite Twitter. Donc ça, c'est les 3 channels qu'il faut que tu gères. Et ensuite, bah, tu as toute une communauté et des gens que tu peux faire agir pour le projet. C'est aussi pour ça que mon frère a lancé cette plateforme Zeli, parce qu'il s'est rendu compte que, en fait, ce qui a vraiment saoulé mon frère, c'est qu'il a vu que la plupart des gens, ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils lançaient un projet NFT, ils envoyaient la balle de marketing. Donc, ils allaient envoyer, je sais pas, 100 000, 200 000, 300 000 de marketing. Ils allaient se faire 3 millions. Et ensuite, ils plantaient le projet et ils en relançaient un autre. Sauf qu'ils Mhm. ont. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu un peu un problème dans les NFT. Il y a eu une saturation. Parce que il y a plein d'influenceurs qui ont relayé des projets à la pelle et ils en ont trop relayé sans vraiment Mhm. faire le tri. Donc, bien sûr, il y a eu des scams dans le lot. Il y a des projets qui ont plus du tout fonctionné. À Mhm. l'image il y a Nike, hein. Nike, ils avaient racheté un studio NFT qui s'appelait Artefact.
Artefact, Mm. aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors que Nike Ouais. les avait achetés pour plusieurs millions, quoi. Juste parce que c'était une hype des NFT. Mais ouais, pour en revenir à Mm. ta question, du coup, comment tu marketes un projet NFT? Donc, tu montes une communauté de A à Z, tu fais de la communication à partir du coup de ces réseaux sociaux-là, et tu essayes de monter une hype, en fait, dans la communauté pour que ben, les gens s'excitent à fond. Et tu essayes d'avoir des influenceurs qui relayent le projet. Donc, après, tu peux soit les payer directement, les influenceurs, euh, Des soit tu peux influenceurs leur donner Twitter. des NFT en avance, Mm. ou des insights, les permettre de rentrer avant la vente ou quoi, tu vois. Mais ils sont sur Et Twitter, eux, hein. forcément- Pardon? Ces influenceurs, ils sont sur Twitter. Twitter et YouTube, beaucoup. Les Ah gros oui, ouais, influenceurs. bien sûr, ouais, je suis Voilà. con. Mm. Donc nous, on avait bossé quand même avec, ben, parmi les plus gros influenceurs français, hein. On avait bossé avec Crypto Future, on avait bossé avec l'autre, là, comment il s'appelle, avec son masque, là, qui passe à la télé, là. Rabin Euh, des Bois. Rabin des Bois, voilà, on a bossé avec lui. Enfin, on avait bossé avec une quinzaine d'influenceurs, quoi. En gros, pour le lancement sur OneMazer. Et mon Ah ouais, frère, ouais, en ouais. fait, contre ça, parce qu'il disait, mais c'est quoi tous ces mecs complètement bidons qui pushent des projets, mais vraiment qui ont ni queue ni tête, avec balle de marketing. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvé avec ben, un Bored Ape, juste des têtes de singe, avec un Bored Ape qui vaut 300 000 balles, quoi. En fait, c'est de la spéculation, quoi. La spéculation est partie dans tous les sens, et après, ben, tu as la communauté qui va promouvoir le projet ou qui. Après, il y avait aussi le fait que le NFT était devenu un peu. Donc, du coup, les gens partageaient leur NFT en photo de profil. Ouais, Et c'était un peu devenu la nouvelle Rolex, quoi. Ok, donc je suis riche ouais. dans la crypto, je partage mon Bored Ape, quoi. Et après, bah, il y avait eu toutes les dérives ben, des artistes connus qui avaient acheté des Bored Ape, etc. Au pic Ou le punk. Mm. au pic du bull run. Et après, ça s'était grave cassé la gueule, quoi. Bah moi, j'ai trop d'NFT qui servent à rien et qui valent rien. Bah ouais, c'est ça. J'ai En perdu fait, trop il d'argent. y a quelques NFT qui vont toujours garder de la valeur et qui sont été faits par des gros artistes. Et un gros artiste dans les NFT qui s'appelle Xcopy, lui, je pense que par exemple, ça va rester. Il y avait aussi l'acheteur de Cosomo, là, Cosomo de Medici, qui lui a plein de NFT. Il y aura toujours quelques NFT qui vont garder une grosse valeur. Les CryptoPunks, les Bored Ape, etc. Il y a plein de trucs qui vont à zéro et qui ont plus de volume, en fait. Donc tu peux même plus les vendre, en fait. Ouais. Et c'est être la même chose avec les mêmes coins là, hein. Là, ça va complètement partir en couille. On Mm. a déjà eu le même coin de Trump, etc. Mais il va y avoir des mêmes coins de. Il y a le pays de Centrafrique qui vient de lancer son même coin, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu étais au courant. Et ça, ils sont montés à 520 millions de market cap. Ouais. Donc, ok, mais enfin, où sont les régulations là-dedans? Il n'y a que de la spéculation. C'est en train de partir en couille, clairement. Il y aura Et le ça va. Kardashian, il y aura le Paris Bah, Hilton, il y bah, aura je le t'ai dit, Rocco il va y avoir Siffredi. Kanye West là normalement, etc. Et après, ouais, jusqu'où ça va aller et ouais, c'est. Après, quand on voit que Trump a lancé son propre token, c'est déjà un peu limite d'un point de vue législation, quoi. Enfin, d'où un président lance un même token, quoi. Enfin, eux, c'est vraiment, on est les boss, on fait ce qu'on veut, quoi. Surtout Ouais, qu'il avait tout calculé, hein, Trump. Il avait calculé vraiment avant son investiture, là, de le lancer juste avant. Et il le lance, donc déjà ça explose. Et donc du coup ça avait explosé. Moi je me suis dit, bon, c'est mort, je rentre pas dedans, ça a trop explosé. Le lendemain, pas un, deux listings, tous les listings des plus gros exchanges. Normalement, t'as jamais ça sur oui, les lancements de exact. tokens. Normalement, ça prend du temps, etc. Lui, Ouais. il avait déjà tout déjà fait à l'avance, bien calculé, en mode j'arrive, je suis le boss, j'explose tout, quoi. Listing Binance, tous les trucs, tous les plus gros Ouais, listings. crypto.com et tout, j'étais choqué, ouais. Et puis il les a tous balancés en un jour, quoi. Donc c'était boum boum. Et c'est comme ça que le token il est devenu en valorisation. Top 15, Bien. hein, Ouais, ouais, c'est ça, top 15. Top 15, quoi. Et t'es là, tu fait, ok, lui, c'est vraiment le boss, quoi. en 24 heures. En Mais attends, 24 heures. mais moi je me suis dit, mais Trump, c'est obligé, ça va marcher. Et en fait, ça c'est pas mal cassé la gueule vite, hein. C'est Ouais, ça mais qui bon, est après, horrible, c'est que ça va trop vite. même si ça s'est cassé la gueule, étant donné que c'est le token de Trump, ça va remonter au bout d'un moment, quoi. Parce que le marché, il va pas bien, là, dans la crypto en ce moment. Il galère. Mm. Donc, le moment où tout va exploser, le token de Trump va réexploser, quoi. Surtout que la famille Trump, ils sont à fond investis dans la crypto. Ils ont leur propre fonds crypto, d'ailleurs. Il Mm. s'appelle World Liberty. Récemment, ils ont acheté énormément d'Ethereum. Justement, c'était marrant parce que Trump annonce du coup sur le marché que il va y avoir les frais de douane avec le Mexique ou et le Canada. Tout le marché crash
à cause de ça, et eux, ils achètent Ethereum au moment où le marché il crache. Bref, Oui, bah, ils se créent leur propre solde. bah ouais, C'est c'est comme ça. si tu avais envie d'acheter des sneakers Nike et que tu avais le pouvoir d'influence de faire descendre le prix de tes Nike. Bah allez, Bah hein, ouais, let's go. Ah bah tiens, moins 80% sur les Nike, c'est exactement ça, quoi. ils ont un pouvoir d'influence énorme. Ah ouais, donc là, toi, tu penses que le marché, il est plutôt bas? Parce que quand même, le Bitcoin, il a touché 100 000 euros plusieurs fois ce mois-ci, hein. Alors le marché, il est pas bas, mais le marché, il galère en ce moment. C'est-à-dire que Ouais, quand on est en bull run, donc là, on est en bull market, donc en général, c'est à peu près 3 ans. Là, on doit être à peu près au milieu du bull run. Si on se base sur les autres cycles, ça fait un moment que le marché il corrige, donc qui range autour des 100 000. Donc, et il y a eu ouais. plein de fuck moves où on pensait que le marché allait repartir, et je pense que plein de gens étaient en levier à ces moments-là. Il y a plein de gens qui se sont fait liquider du coup parce que le marché, même moi, hein, je pensais qu'il allait repartir là. En fait, j'ai plein de clients en ce moment qui sont en train d'essayer de faire la promotion du lancement de leur token. Ok. Et il y en a plein qui vont lancer là maintenant ou dans les 3 prochains mois. Ils pensaient tous que ça allait repartir, mais du coup, ça galère encore une fois, quoi. Et je pense que ce qui va vraiment envoyer la dernière vague du bull run, ça va être le moment où Ethereum va exploser, parce que pour l'instant, Ethereum, il performe pas trop quand on le voit par rapport au Bitcoin ou aux autres tokens comme Solana, par exemple. Quand Mm. Ethereum va exploser, plein d'altcoins vont exploser en même temps, et ça devrait être la dernière vague haussière, quoi. De Après, cette année. jusque où, quand, comment, on sait pas, hein. Est-ce que ça va vraiment arriver? On sait jamais, c'est c'est les cryptos, la bourse, c'est toujours comme ça, quoi. Si quelque chose d'externe arrive, Le truc, c'est qu'il y a des baleines qui font tout, là, hein. Tu dois avoir du BlackRock, tu dois avoir c'est des ça, en mecs fait. qui minent depuis 15 ans. Les mecs, c'est des baleines maintenant. Donc nous, on n'a aucun pouvoir. Ouais, bah après, le game, il a totalement changé parce que, du coup, il y a cette adoption massive hein, qu'on attendait. Donc, du coup, il y a des grosses boîtes qui achètent à fond du Bitcoin, hein, comme MicroStrategy qui est hyper connu par rapport à ça. Et il y a les ETF Bitcoin qui ont été signés, donc c'était le grand truc. Et sur ce cycle, en fait, le fait que les ETF Bitcoin ont été approuvés, ça a créé un pump, euh, du coup, qui était un peu early par rapport aux autres cycles. Et là, bah, on est sur la correction du coup de ce pump qu'il y a eu à l'annonce de l'ETF Bitcoin, quoi. La Mm. logique, ça serait du coup maintenant que, bah, étant donné que les institutionnels rentrent massivement du coup sur la crypto, ça serait que, bah, qu'il y ait cette dernière grosse vague hein, qui va être push par du coup bah, tous les gros institutionnels et les grosses boîtes, quoi. Mm. Et les gros fonds, quoi. Moi, je suis bullish XRP, mais je pense que pas toi. Ah, mais j'ai fait un x5 moi, sur XRP. Ouais. J'ai holdé depuis plus d'un an déjà. Moi, je hold depuis 2018, je crois. C'était ma première. Ouais. J'y crois à fond. Après, Moi, je pense que même dans 50 ans, elle sera là. je sais pas si tu t'es renseigné par rapport à la fiscalité au Portugal, mais au Portugal, quand tu attends un an avec tes cryptos sans y toucher Mm. et que tu les revends, à ce moment-là, tu ne payes pas de taxes, quoi. C'est la nouvelle Ouais. loi, parce qu'auparavant, au Portugal, c'était pas de taxes du tout sur les cryptos. Mais je pense qu'il y a eu, ben, forcément, en Europe, ils ont dû un peu leur tirer dans les pattes. Et la nouvelle loi qu'ils ont passée, c'est Un si tu an. attends un an, au bout d'un an, tu peux sortir tes cryptos, quoi. Donc, moi, j'avais un ledger déjà depuis plus d'un an avec ben, des placements dont le XRP aussi dessus, quoi. Et après, XRP, c'est marrant parce qu'il y a eu toute cette polémique du coup euh, de, de procès avec la SEC, avec la SEC, du coup, la police financière des États-Unis. Et là, étant donné que Trump a été élu et qu'il a viré le gars qui était anti-crypto et qu'il est en train de mettre que des mecs pro-crypto au gouvernement, bah, logiquement, bah, XRP, il a pumpé direct, hein. C'est lié à ça, hein. Le pump d'XRP est lié au fait qu'ils aient gagné leur procès et que le mec de la SEC, il dégage. Parce que là, Trump, il est en train bah, déjà, il y a eu le, le procès contre Binance. En Mm. fait, ce qu'ils veulent les États-Unis, et comme il l'a très bien dit Trump, c'est devenir les boss de la crypto, quoi. Donc ça va être que les plus grosses boîtes dans la crypto soient toutes des États-Unis. Il va push les tokens qui viennent des États-Unis. Donc je crois qu'il y a Solana dedans, il y en a d'autres. XRP aussi. Et il veut que ben, Coinbase devienne les boss, quoi. Il veut que Binance, bah, du coup, ça passe en second plan, quoi. Mm. Ok. Bon, bah ça, on va Et suivre puis, tout ça. ouais, et puis ils ont aussi parlé de faire une réserve de Bitcoin pour les États-Unis, quoi. Ça, c'était aussi le Mm. gros truc. Donc, ça arrive pas maintenant, mais c'est censé arriver d'ici 6 mois, quoi. Ce qui ferait ben, pumper le marché aussi, quoi.
Donc ça, c'est toutes les news un peu bullish, quoi. Ok. Bon, on verra. De toute façon, c'est grave manigancé tout ça. On Il va suffit voir. qu'il y ait deux trois baleines qui se mettent d'accord et c'est fini quoi. C'est ça. Ils peuvent baisser les prix à balle, ils peuvent casser les Bah, ils peuvent leviers. tout manipuler, quoi. Ouais. Déjà là, avec les moves qu'il y a eu, je pense qu'il y a énormément de petits porteurs là, qui venaient d'arriver sur le marché qui ont dû se faire saigner, quoi. Et qui sont Ouais. sûrement déjà plus là, quoi. Qui sont dégoûtés et qui vont plus trader, quoi. Ok. Donc niveau marketing pour les NFT, t'es encore passé vite, hein, je trouve. Tu dis voilà, bah, il y a plusieurs plateformes et tu prends des influenceurs. Combien coûtent à peu près les influenceurs? Il y a des micros, il y a des gros, il y a de tout quoi. Il y a de tout, il y a du micro, Euh, du moyen, il y a du macro. Il y en a qui s'en mettent plein les fouilles parce qu'en fait, quand un gros influenceur il est vraiment en place, il va déjà te faire payer énormément. Donc les gros influenceurs, ils peuvent te faire payer 50 000, 100 000 juste pour une vidéo. Et en plus de ça, ils vont prendre des tokens. Donc en fait, ce qu'ils font, ouais. c'est qu'ils vont prendre les meilleurs projets et ils vont prendre du token dessus et ils peuvent faire de l'affiliation. Donc ceux qui font le plus d'argent, c'est les mecs qui sont genre avec Bybit affiliés. Ils Hmm. gagnent, étant donné que ces plateformes-là, elles gagnent sur les pourcentages enfin un petit pourcentage sur les fees des transactions, tu vois, qui sont faites sur les plateformes. Le mec qui fait de l'affiliation, plus il ramène d'utilisateurs en parrainage, plus il gagne. Et puis il gagne sur toutes les transactions que font les gens sur la plateforme. Ouais. Donc il Hmm. gagne via l'affiliation et il gagne s'il a du token du coup de la plateforme. Hmm. Euh, et il gagne aussi un fixe fee directement pour être embauché en tant qu'influenceur, quoi. Donc Et en eux, ils fait, vivent à Dubaï là maintenant. où ils se gagnent le plus, c'est avec les plateformes de trading. Après, ils peuvent promouvoir d'autres technologies, quoi, dont bah, des projets NFT, quoi. Et eux, maintenant, ces influenceurs, ils vivent à Dubaï, non? La plupart des gros influenceurs, dont Carl The Moon, MM Crypto, Davichi, qui était un mec qui était en train de promouvoir le Bitcoin au tout début, quand le Bitcoin était à 1 dollar, ils sont tous potes et ils sont à Dubaï, ouais. Parce Il qu'ils y en ont a besoin de beaucoup qui... sécurité, je pense. Ils Ben, ont c'est trop parce qu'ils d'influence. payent moins de taxes là-bas et voilà quoi. Ils sont tous là avec leur Bugatti Veyron et leur grosse montre à se faire des restos ensemble quoi. À se faire des Hmm. soirées sur le yacht. Ouais. Ça, c'est les gros Ah, influenceurs. On va dire les gros influx, ils peuvent facilement payer, coûter 50 000, 100 000. Il y a des influenceurs qui sont plus ou moins dans la fame et qui vont plus ou moins accepter n'importe quel projet, quoi. Il y a des influenceurs qui sont même connus pour faire un peu de la merde et promouvoir des projets un peu bidons, alors qu'il y a des influenceurs qui sont très 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 regardants sur les projets sur lesquels ils vont rentrer. Ils rentrent pas sur tout. Ils, Tu peux même pas les approcher, hein. C'est des mecs qui travaillent que avec des agences ou qui ont leur propre agence et qui font vraiment du, comment tu dis ça, de la recherche vraiment sur les projets pour savoir s'ils sont legit, si c'est bien légal. C'est pas les mecs qui vont accepter un deal comme ça, quoi. Et ils limitent le nombre de deals qu'ils font à l'année. Et ils rentrent sur peu de projets, quoi. Après, tu as en fait une autre chose qu'on fait avec P1 Studio qui s'appelle les KOL Rounds. Donc en fait, les KOL Rounds, donc KOL c'est un influenceur. Tu vas faire rentrer les influenceurs sur le projet avant tout le monde. Donc du coup, ils vont rentrer à une valo inférieure et ils vont pouvoir avoir du coup le token moins cher, mais ils vont acheter le token. Donc ça, c'est une possibilité et ça, c'est que les gros projets qui peuvent faire ça. Donc après, il y a des deals, soit l'influenceur il réduit son prix, soit il prend que des tokens, soit il prend moitié token, moitié paiement stablecoin. Voilà, c'est ça à peu près les deals avec les influenceurs. Et après, tu peux aussi en prendre des micros-influenceurs. Des micros-influenceurs, tu peux prendre je sais pas, 50 micro-influenceurs d'un coup qui vont relayer le truc. Et en général, les gros influenceurs, ils sont soit je t'avais dit, sur YouTube, soit sur Twitter. ouais. Et après, suivant le type de projet, il y a aussi des gros groupes Telegram qui font plus de l'alpha call. Donc du coup, qui vont plus te dénicher les pépites et les relier, quoi. Mais Ok, mais honnêtement, toi, au début, quand t'as pas... Ouais, dis-moi, dis-moi. en fait, moi, je me rends bien compte avec l'agence maintenant, 95% des influenceurs, c'est de la merde. C'est du bidon. Ah, Il ok. y a plein de mecs qui pumpent artificiellement leurs chiffres sur les réseaux. Mhm. C'est pas ouf. Où ils se sont cramés à relayer trop de projets bidons. Euh, et du coup, ça fonctionne pas bien quand ils relayent
des projets. Pour les influenceurs payants. Après, il y a des influenceurs qui sont même pas en mode, qui veulent même pas être influenceurs, qui veulent pas vendre de services d'influence, en fait, qui vont Ok, juste relayer des projets, mais qu'ils ont choisi. Et après, bon, ils peuvent ok, quand même se faire démarcher plus ou moins par le projet et avoir des avantages. Mais il y en a qui sont pas en mode je monétise le fait que je suis influenceur. Et ok. souvent, c'est des mecs qui sont déjà tellement blindés en vrai que ils sont là, ils font un tweet, ils se tapent une barre, voilà, le truc il pump. Et le gros problème de l'influence, c'est qu'il y a énormément d'influenceurs qui font ça en fait. Ils sont sur le projet, ils ont des tokens, ils font un tweet, ils vendent. Donc en fait, ils vendent sur la gueule de leur communauté, quoi. Ouais. C'est un peu borderline, quoi. Hmm. Ok, et au début, quand tu disais que tu travaillais jour et nuit, que tu n'avais pas forcément de budget à mettre dans le marketing d'influence, c'est quoi les techniques? Donc, comment tu ramènes les gens sur Discord? Tu les trouves dans des groupes Telegram ou... Comment Parce tu que les sur ramènes? Discord, est-ce qu'il y a déjà une communauté Discord qui va trouver ton channel par hasard? Non, et personne ne va dans la Non, recherche non, mais Discord. en gros, tu embauches des collab managers et les collab managers, ils vont aller chercher d'autres gens et te ramener du monde, quoi. Après, tu fais des giveaways, des choses comme ça. Ok. Euh, Travaille avec des collab managers et tu commences à essayer d'hyper le projet, quoi. Et en fait, tu as plein de techniques. Tu peux faire un Discord fermé, tu peux faire des channels fermés dans le Discord pour hyper les gens. Et les gens qui sont le plus actifs dans la communauté, ils peuvent devenir gold, on va dire. Ils peuvent aller dans la partie fermée du Discord. Souvent, en fait, les projets NFT, ça fonctionnait avec des waitlists. Donc la waitlist, c'était, t'es sûr d'avoir un slot au lancement. Et en fait, Ouais, ben, sur les gros projets hyper hype, tout le monde voulait avoir une waitlist pour ouais, ben, pouvoir acheter, quoi. Et du ok. coup, ça, c'était un peu l'argument que les projets allaient utiliser pour pouvoir ramener des gens, quoi. Donc, essayer Hmm. d'aller faire des whitelists, de rentrer les gens en whitelist et essayer de faire des giveaways avec ben, des mecs connus pour promouvoir le projet et le fait que les gens peuvent gagner les whitelists, quoi. Ça, c'était un peu le fonctionnement de base, vraiment, du marketing. Du Le marketing. truc, c'est que Discord, du coup, t'attires que du retail très très jeune, quoi. Très jeune. Non, pas que, hein. Après, Discord, c'est un truc de geek, déjà, de base. Ouais. Mais t'attires des geeks de la crypto, quoi. Ou alors t'attires des mecs de pays du tiers-monde, quoi. Qui sont là que pour essayer, Hmm. ben, soit de trouver du taf sur Internet, soit, d'être sur un projet qui va leur faire faire des thunes. Mais c'est aussi on a la leverage avec Zilli. C'est que mon frère, il s'est rendu compte, mais ok, il y a plein de petites mains qui savent pas quoi faire. Ben, en fait, si on les utilise tous via une plateforme, ben, ça peut faire une main-d'œuvre plus ou moins gratuite ou qui coûte pas très cher pour le projet, quoi. Et tu peux te Hmm. retrouver avec une armée de 100 mecs ou 1000 mecs qui vont agir pour le projet, quoi. Ensuite, il faut être smart, il faut faire une stratégie qui permet ben, de promouvoir le projet de façon smart, quoi. Mais une fois que tu as plein de mecs, tu peux leur faire faire plein de choses, créer du contenu sur le projet, aller contacter d'autres projets, créer des threads, créer des mèmes aussi par rapport au projet, créer du contenu éducationnel pour le projet. Donc du coup, expliquer à quoi sert le projet, comment il fonctionne, ramener des gens sur le projet aussi, donc des gens dans la communauté, plus ou moins actifs, hein. Ça peut juste être pour faire pumper le nombre de membres qu'il y a sur le Discord, Telegram ou Twitter, mais ça peut être des gens qui peuvent devenir découvrir le projet et donc du coup agir pour le projet ensuite, quoi. Ouais. C'est un peu comme ça que fonctionnent les communautés Web3, quoi. Après, les communautés ont plus ou moins de hype et quand une communauté devient un culte et devient hyper hype, c'est là qu'ils ont vraiment une grosse force de frappe, quoi. Comme Pépé par exemple, Pépé the Frog, c'est vraiment l'exemple du même par excellence avec une force de frappe énorme. Euh, c'est eux hein, qui ont déclenché la vibe des meme coins, hein. Ça vient de Pepe, hein. Ça vient de Doge à la base, où Elon Musk faisait que de poster et de troller tout le monde avec sur Twitter et ça pumpait, ça pumpait, ça pumpait. Et ensuite, Pepe, c'est celui qui est venu par la communauté, vraiment pure communauté, sans marketing payant, sans rien, où la communauté push, 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 et le truc à faire des performances de malade, quoi. Ouais. Et Pépé, après, ben, Musk aussi, il a pas une photo de profil Pépé? non, je crois pas, hein. De Si, toute si. façon, Musk, il fait que il se tape des barres avec la crypto, quoi. Il troll, quoi. Il fait que de troller, quoi. Mais il s'en fout un peu, je pense, en vrai. Non. Parce que j'ai vu, il a une photo de profil où c'est un espèce de centurion frog. Ah ouais?
Mais Mm. il a fait un énorme troll encore il y a pas longtemps. En un jour, il a changé sa photo de profil ou son nom sur Twitter et un projet, il a fait un fois, je sais plus combien en une journée. Mm. Mais non, après, en fait, vraiment, dans le marketing de projets crypto et de projets Web3, il y a des projets qui sont plus corporate et qui sont vraiment plus classiques et qui sont pas des projets de dégène, donc qui sont vraiment, on va dire, une technologie, une plateforme par exemple. Là, c'est un vrai produit, un truc que les gens utilisent. Et après, tu as des projets qui sont beaucoup plus spéculatifs, comme bah, du même coin, du même token ou du NFT, où là, en fait, les gens, ils viennent juste pour se faire de l'argent rapidement, en fait, sans Bah oui. utiliser un produit direct. Donc après, tu as plusieurs types de stratégies possibles suivant le type de projet, le client et aussi la cible, quoi. Vraiment. Mm. Moi, je suis plus en mode dégène, hein. Ah, tout le monde a Ouais. presque, hein, je pense. Ben Parce que non, si moi je tu suis peux faire de vraiment. l'argent en 24 heures. Ouais, moi je suis entre les deux, quoi, au final. On a des revenus avec l'agence, on a des plans aussi pour investir dans des projets. Donc maintenant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis diversifié au maximum pour mettre des billes un peu partout pour, bah, étant donné que c'est quand même des investissements très risqués, si sur 10 investissements, tu en as un qui fait x100, bah, c'est le bingo, quoi. Mm. Donc là, t'as combien de clients avec l'agence? Là, avec l'agence, on a 5 clients à peu près en ce moment. Donc, Mm. en général, nous, c'est des packages mensuels. Donc, après, on travaille des fois pendant 3 mois, 6 mois avec certains clients. Après, il y a énormément de clients qui sont là juste pour quelques services, quoi. Et en général, bon, c'est un peu. Il y a des gens, en fait, on est là, moi je vois les projets, je vais leur vendre des services, mais je sais déjà que le projet est bidon, quoi. Donc bah, après, bon, c'est eux, ils veulent du service marketing, etc. Je leur vends, mais ça va pas méga loin, quoi. Et après, par contre, je travaille avec des clients qui sont chauds, qui buildent vraiment du vrai produit ou qui sont bien connectés, qui ont de l'expérience. Et eux, bah, c'est les projets dans lesquels j'aime bien prendre des parts aussi, dans le but, bah, derrière, c'est le projet cartonne. Bah, déjà, nous, on est en insider sur le projet, on leur vend des services, mais en plus, on est investisseur sur le projet. Donc là, Ouais. on peut gagner sur tous les fronts, quoi. Ouais. Et du coup, souvent, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est un nouveau site internet, un bon Discord, des bons réseaux sociaux et des influences marketing. Non, ils veulent vraiment une stratégie go-to-market qui va fonctionner, qui va permettre de vendre, quoi, et de scaler. Là, par exemple, en fait, j'ai un client qui est très très intéressant où les mecs sont smart. En fait, on est en train de build, donc du coup, une plateforme de trading pour les mêmes coins, une intégration Telegram avec un Telegram bot qui te permet de trader en un clic. Et là où c'est très smart, c'est que les clients, le revenu stream, en fait, c'est basé sur les fees. Donc, dès que quelqu'un utilise le Telegram bot, et en fait, beaucoup de gens, ils vont utiliser le Telegram bot parce que les mêmes coins, ça va tellement vite. Ouais, Imaginons, tu es dans un café, tu as besoin d'acheter le même coin tout de suite. Tu fais quoi? T'as pas ouais, ton ordi, c'est galère. Bah là, tu ouais, vas sur Telegram, tu as ton bot, boum, tu cliques, ça achète en direct. ouais. Euh, et ensuite, eux, leur revenu stream, ils gagnent sur toutes les transactions qui sont faites via leur plateforme. Donc du coup, ils peuvent aussi aller voir les influenceurs et leur dire, ben voilà, toi, tu vas gagner 50% des fees de tous les gens qui vont faire de l'affiliation pour toi. Mm. Et en fait, bah, ça, c'est typiquement le genre de projet qui peuvent cartonner si la tech fonctionne bien, parce qu'ils vont gagner sur tous les plans. Donc, ils lancent leur projet, la tech fonctionne bien, ils ramènent du volume via les influenceurs. Eux, ils gagnent sur tous les pourcentages des filles. Ils ont max de thunes pour réinjecter dans le marketing. Donc, tu peux arroser en PR et tu peux arroser avec plus d'influenceurs. Et derrière, ils lancent leur token. Donc, au moment où ils lancent le token, ils sont déjà partenaires avec tous les autres influenceurs, tous les influenceurs connus, etc. Et là, ben, du coup, c'est jackpot, quoi. Si jamais tu arrives à lancer un truc comme ça, quoi. Wow. À côté de ça, tu as des projets Mm. qui lancent juste un pauvre même token à la con et qui veulent juste faire pump leur truc, quoi. Sauf que souvent, ça pump au début, mais après, est-ce que ça reste sur les 6 mois, un an? La plupart, non, quoi. Bah non, en 48 heures, c'est fini. Bah ouais, parce qu'il y a eu aussi une nouvelle plateforme qui s'est lancée qui s'appelle Pump.fun. Donc du coup, c'est Ouais. n'importe qui peut lancer Mm. son propre même token sans créer les smart contracts soi-même. Et donc Mm. du coup, c'est devenu vraiment la plateforme que n'importe qui peut utiliser. Et le problème de ça, ben, c'est qu'il y a trop de mêmes tokens qui se lancent dessus. Et il y en a plein qui font un quick pump, ou il y en a plein qui pumpent pas. Et Mm. du coup, ben, le même token qui va vraiment fonctionner sur le long terme, c'est devenu presque
comme si tu jouais au loto, quoi. Ouais, non, ouais, non. Et t'as vu dans le Pump Fun le petit gosse de 15 ans là qui fait des doigts d'honneur quand il a pris 30 Ouais, 000 mais balles? il y a eu énormément de dérives hein, sur Pump Fun. C'est parti en couille aussi. Il y a eu Ouais, un mec qui s'était enfermé dans une cage et ouais, qui avait dit bon voilà, au bout de tant de market cap, je vais faire ça, je vais manger mon caca. ouais, ouais, Et en fait, ça a buzzé, hein, ça a marché, mais bon, ouais. après, c'était trop borderline. Du coup, Pub.fun, ils ont supprimé les vidéos sur les tokens par Ouais, rapport à parce ça. qu'il y en avait qui faisaient des lives où ils disaient je Ouais, ils ne faisaient des bouge pas lives, de cette chaise, ils se je ne rasaient bouge les pas de cette chaise cheveux, pendant jusqu'à ce que ça fasse 100 millions de market cap ou je sais pas quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, Et il y a eu donc des. pour ceux qui savent pas, le petit qui a fait des doigts d'honneur là, c'était intéressant parce que le mec il fait pumper son truc, il vend, il a 30 000 de market cap, mais c'est un gosse, hein. Donc 30 000 euros, il vend tout, il vend en live, quoi, en vidéo. Après, il fait des gros doigts d'honneur, il fait ah, j'ai pris 30 000 balles et tout. Et du coup, la communauté, quand elle a vu que c'est devenu viral, cette vidéo, ils l'ont fait monter à je sais plus 5 millions et ils ont fait ah, alors, t'aurais pu avoir 5 millions, t'as pris que 30 000 et. Ouais, il a cheat, on dit, dans le milieu, les jitters. C'est quand ouais, tu vends tôt, quoi. Mais là, lui, en fait, il a fait un rug pull, en fait. Ouais, Normalement, en fait, c'est que dans les projets qui sont healthy, tu dois avoir un pourcentage du supply. La team doit avoir un pourcentage du supply. Et un pourcentage healthy, c'est 10% du supply. Mais après, il y a des gens qui lancent du même token où ils snipent tout au lancement du token et ils prennent 90% du supply. Et ils vont faire pump le token comme ça aussi, parce que s'ils ont 90% du supply, ils ont assez d'argent pour réinjecter dans le marketing, etc. Sauf que des fois, il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils ils prennent 90% du supply, ils envoient à mort de marketing, et ensuite ils retirent les 90% du supply d'un coup. Et ouais. là, bah, c'est un scam, et donc c'est ce qu'on appelle un rug pull en crypto, et c'est hyper fréquent, quoi. Plein de gens, ils Mm. font ça, et ils reprennent des thunes, ils lancent un autre token, ils refont le même truc, quoi, tout le temps, quoi. Mm. Et ça, c'est un peu le Compliqué, problème hein. bah, des mêmes coins, quoi. C'est que c'est vraiment c'est le western, quoi. Ouais. Très très Mais, compliqué comme industrie, hein. mais c'est pour ça que moi, bon, là, j'ai investi dans un meme coin. Le meme coin, il est bien parti, là. Ça s'appelle Brat. Mais c'est un projet legit, hein, où ils ont les licences de Bored Ape, etc. Où les mecs, ils buildent un vrai truc derrière. J'ai investi là-dessus, mais sinon, j'y vais pas trop sur les mêmes coins. Je préfère les trucs plus. Parce qu'en fait, les grosses tendances, là, du coup, de ce bull run-là, il y a encore la DeFi qui était déjà là pendant le dernier bull run. Ensuite, il y a tous les trucs qui sont reliés à l'AI. Donc, tous les trucs genre FET, Tao, etc. Ou même des trucs AI DeFi comme Pendle. Et après, il y a tout le RWA qui vient d'arriver. Je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est Real World Mm. Asset. Donc, en gros, on va tokeniser, par exemple, on peut tokeniser de l'immobilier pour que il devienne liquide sur le marché des cryptos. Donc ça, c'est backup par Trump aussi. Il y a un token, token le plus connu là-dedans, ça s'appelle Ondo. Mais il y a plein d'autres tokens sur la même thématique qui sont lancés. Après, bah, il y a tout ce qui est main token aussi, mais qui est hyper spéculatif. Et après, t'as le gaming aussi, qui est encore un gros truc dans le Web3. Et tu dois avoir encore quelques autres trends. Mais au final, ce qui est smart de faire, en fait, quand tu es investi dans un milieu comme celui-ci, c'est d'être diversifié sur différentes narratives. Ça te permet de dérisquer, on va dire, en quelque sorte, quoi. Ouais, le problème, c'est que moi, je pensais ça aussi, c'est-à-dire que j'avais, je crois que j'ai genre 50 cryptos, plein de trucs. Sauf qu'en fait, dès que la maman Mais il faut pas en Bitcoin avoir trop descend, non plus. Il faut être diversifié, et sur des trucs qui ont quand même des market cap assez élevés. Après, tout dépend bien sûr, ouais, mais de ton portfolio. Tu vas pas ben agir de la Bitcoin, même manière si tu Bitcoin, as il 100 tombe, il y a tout dollars. qui tombe, hein. C'est ça le truc. Bah non, ben justement, si tu as 80% de ton portfolio en Bitcoin, parce que tu es justement, imaginons, je sais pas, tu as 10 millions, tu vas pas investir de la même manière qu'un mec qui a 100 dollars et qui va vouloir faire le maximum de thunes possible, tu vois. Non, parce que Après, il y regarde, a imaginons, t'as 10 cryptos, 10%, 10%, 10%, 10%, tout dans des trucs différents. T'as même pas de Bitcoin, mais le Bitcoin tombe de 5%, tous les autres, ils tombent de 20%. Donc c'est chiant. Bah ouais, mais en soi, si tu as déjà fait assez d'argent parce que tu es diversifié, et là, si tu as investi depuis un an déjà sur des trucs de façon diversifiée qui ont des market cap décents, t'es en full bénéf là. Euh, En fait, il faut être diversifié, mais il faut aussi investir sur des projets qui soient solides. Si tu investis, après, tu peux investir sur des projets qui ont des petits market cap, etc. Mais c'est beaucoup plus risqué, quoi. C'est toujours le même truc. Et par contre, tu as totalement raison de dire que dès que le Bitcoin va cracher et dès que ça va être la fin du bull market,
bah là, les altcoins, du coup, qui sont les petits coins, vont se prendre une tarte monumentale. Et si tu as tous tes sous là-dedans, bah, tu te retrouves avec un portfolio qui prend une claque énorme, quoi. Après, il y a une règle qui est toujours la même, c'est que en général, il faut hold sur le long terme, quoi. C'est vraiment garder des tokens longtemps parce que imaginons, même si sur le dernier bull market, tu avais investi sur des tokens qui ont totalement craché et que tu les gardes mais que tu les vends pas, t'as pas perdu d'argent en fait. Tu perds de l'argent au moment où tu vends en fait Ouais. tes tokens ou tes actions quoi. Mais bon, Ouais, c'est ce après, que je fais, c'est que je hold des trucs, mais qui sont à moins 99, quoi. Donc, bah ouais, bon, après, moins 99, il y a peu de chances que ça reparte, mais des fois, il y a des gens qui se font plein d'argent et qui hold pendant 3 ans en négatif, et après, le token, il fait un x10 et ils arrivent à sortir en positif. Mais c'est pour ça que c'est un marché qui est vraiment très, très, très compliqué, la crypto, parce que c'est hyper volatile, il y a plein de scams, et il y a très peu de gens qui ont l'habitude de... Enfin, comment tu dors? Est-ce que tu dors sur tes deux oreilles tranquillement quand ton portfolio a fait moins 90%? C'est compliqué, quoi. difficile. Ok. Donc là, toi, avec tes NFT, t'avais réussi à faire combien d'argent? Nous, on avait dû faire 300 000 sur la première collection. Avec le marché secondaire, on avait fait 1 million, on va dire, tout confondu sur les trois collections. Un Ok. million de CA, quoi. Après, on gagnait des défis aussi sur Mm. les transactions qui étaient faites sur le marché secondaire. Après, Mm. moi, combien j'ai dû sortir du truc? Je sais pas, 40, 50 000, mais je les ai reperdus sur d'autres trucs derrière. Ouais. C'est vraiment en continuant, continuant, continuant qu'au bout d'un moment, j'ai réussi à vraiment gagner de l'argent avec la crypto et les NFT, quoi. Mais plusieurs fois, j'ai failli tout perdre. Plusieurs fois, j'ai Ouais. vraiment failli être rect complet et tout perdre, quoi. Ouais, c'est super chaud. Et t'as dit que tu faisais aussi un peu de trading crypto, donc ça, c'est quoi? Tu mets des leviers ou tu fais juste du spot? Non, justement, bah, j'avais déjà failli perdre beaucoup d'argent avec les leviers. Et en fait, c'est quelque chose avec lequel tu dors pas la nuit, justement. Si tu fais des leviers avec des grosses positions. J'ai un ami à moi qui a perdu une somme, même plusieurs qui ont perdu des sommes énormes. Et c'est une règle que je me suis donnée. Moi, maintenant, vraiment, c'est pas de levier, quoi, en fait. Et je ne traite pas avec du levier parce que trop risqué. Et si j'ai pas d'intérêt à le faire maintenant, maintenant que j'ai quand même pas mal de capital, j'ai pas d'intérêt à trader en levier. Après, il y a des gens qui le font, hein, qui le font bien. Mais il y a combien de pourcentage de gens qui arrivent à trader en levier? Et peut-être qu'ils vont le faire bien pendant 2 ans, mais un jour ils vont faire une erreur et ils vont tout perdre, quoi. Ouais. Et en fait, c'est aussi quelque chose où les gens, en général, ils sont accros, ils sont tout le temps sur les écrans, ils peuvent pas décrocher et c'est pas très sain, quoi. Donc Mm. moi, je suis plus en investisseur moyen terme et sinon du swing trading où je fais du suivi de tendance, quoi. Donc Ok. j'achète en continu quand le marché il est up quoi, en bull market, et ensuite je prends profit vers la fin du canal haussier quoi. Ok. Et t'as vu Pingu? Pingu, ouais, ouais, mais j'ai été airdrop de Pingu, j'en ai reçu. Ok. Mm. Donc Lui, c'est ouais, un e-commerçant. Ouais. Mm. ok. Bah ouais, bah c'est c'est un des plus gros projets NFT Pingu à la base. Ouais, mais en fait, c'est un e-commerçant. Ils sont dans tous les Walmart des US. Ils vendent des jouets pingouins. Ok, d'accord. Des jouets. C'est une marque e-commerce de jouets, quoi. Ah ouais, bah Et, ça a euh, bien cartonné. et j'ai écouté un podcast de ce gars. Il est intéressant parce qu'en fait, ce qu'il a fait, surtout dans son marketing, bah, beaucoup de Facebook Ads, beaucoup de tous ces ads et tout, mais beaucoup de mèmes, d'être dans les meilleurs trucs de mèmes. Comment ça s'appelle le site de mèmes, là? C'est là où tu trouves tous les mèmes? Euh, 4chan, Reddit? Ouais, bah, il a utilisé ça, mais il y a aussi un autre truc où tu crées ton mème. Jiffy, un truc comme ça. Ok. Giphy, je crois, .com. Et il a dit, il faut qu'il y ait des pingouins partout. Il faut que les gens commencent à aimer les pingouins, qu'ils s'envoient des pingouins. Et juste ça, c'est pour l'awareness pingouin, et que les gens, ils aiment les pingouins, comme Ouais. nous, comme tu vois, les gens aiment les dauphins. Il y a peu de gens qui aiment les pingouins. Et après, il a créé aussi la crypto, le NFP Pingu. Et sur ça, il y en a pas mal de gens qui y croient parce que il est chaud, le mec. Ouais, et puis il a airdrop énormément de gens, donc ça a donné une bonne image au projet et tout, et les gens dans la crypto aiment bien faire airdrop. Et je pense que c'est un projet qui va pump encore hein, pendant ce bull run, hein. Moi j'ai revendu mes tokens. Je suis déjà sur d'autres meme coins et je voulais plus y être dessus, mais il y a un gros potentiel. Et comme je t'avais dit, c'est comme PP, c'est comme les trucs, c'est les projets comme ça qui ont la meilleure image et qui ont une
une vibe avec la communauté derrière. Et justement, quand tu as les pingouins, que les gens peuvent réutiliser les pingouins pour pouvoir les envoyer sur les réseaux sociaux, ça peut avoir une force. Bah, c'est là que ça as une force de frappe énorme d'un point de vue com, quoi. Ouais, parce que là, le mec, il crée même des dessins animés pingouins. C'est du Euh, show. il crée je crois, un jeu pingouin. Il fait tout un Ouais, univers pingouin de fou juste pour vendre des jouets, quoi. bah Ouais, c'est c'est un truc bien. de fou. Il va avoir une market cap de fou, là. Il va pouvoir faire un exit incroyable. Et j'ai écouté son podcast, le mec, c'est un tueur, quoi. Il y a vraiment des mecs, c'est des tueurs, hein. Mm. Bah ouais, c'est ça, hein. Après, ça, c'est un projet sur je sais pas combien, quoi. Et au moins, il a réussi à faire un truc cool, quoi. Et puis, il continue de build. Au moins, c'est un projet qui continue de faire des trucs et de délivrer des trucs et d'avancer, quoi. Mm. Ouais, bah c'est rare, parce qu'une fois que tu prends ton 50 millions, normalement, t'arrêtes, quoi. Ça Bah ouais, dépend. c'est Tout le ça. monde a un Ah numéro, oui, mais quoi. Tout le monde a un non, en chiffre. fait, dans la crypto, quand les gens font ça, c'est assimilé à du rug pull et à du scam, quoi. Si les gens, ils prennent trop de bénéfices et qu'ils arrêtent le projet du jour au lendemain, euh, c'est un peu limite, quoi. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais, du coup, t'es obligé. Le problème de la crypto ou des NFT, c'est que t'as tellement d'investisseurs que t'es obligé de continuer, continuer, continuer. Bon, après, moi, le premier NFT que j'ai acheté, c'était les Moon Boys. Bon, le Ouais. mec, il est sorti de la map, hein. Mais il a créé, je crois, tous les mois, il ressortait un truc, il refaisait un 4 millions, 10 millions, tu vois. Bah, c'est les mecs de Moonboy, c'est avec eux avec qui je bosse en ce moment, justement. Ah, et là, c'est un bon projet? Ouais, c'est le projet que je t'ai dit avec la plateforme qui va bientôt sortir. Ah, Et ils ok. sont à Dubaï, justement, cette équipe-là. Ouais, ouais, mais C'est très chaud. j'ai Ils dîné sont très, avec très lui. chauds. J'ai dîné avec lui à Lisbonne un jour. Ben Moon Boys, bah, tu lui diras qu'il me rembourse. Bah ouais, mais bon, en même temps, les projets NFT, si le projet NFT, il a pas fait de rug pull, c'est-à-dire qu'il a pas vraiment pris plein de NFT pour pouvoir les revendre derrière, en soi, que le truc, il a pumpé pendant un moment et après, bah, il se casse la gueule, ben, c'est le Ouais. jeu, hein. C'est pas Non, parce ouais, que je eux sais, c'est le jeu. ont mal fait le truc, hein. C'est le marché, hein. Au bout d'un moment, tout a pumpé, tout allait vers le haut et s'ils ont pas réussi à aller plus loin, ben, Ouais, c'est le jeu, je sais, je sais. combien de projets NFT sont encore vraiment hype maintenant? Tu peux les compter sur le doigt d'une main, hein, et qui valent encore vraiment très cher et qui sont hype et qui build encore des trucs, il y en a très peu, quoi. Bah, c'est Ouais. pour ça que Pengu, ils ont aussi, parce que Pengu, c'est vraiment des projets NFT qui est très hype et qui est assez cher sur Ethereum, qu'ils ont lancé leur même token aussi pour se renouveler sur la hype du moment, quoi. Hmm. Ok, quoi d'autre? Donc là, t'en es où, là? Bah là, du coup, nous, on a du coup bah, l'agence P1 Studio. J'essaie maintenant d'avoir des clients qui soient quand même plus sur le moyen long terme. Donc, qui vont bosser avec nous au moins 3-6 mois minimum, donc de mettre des retainers et d'augmenter mes prix. Et j'essaie de bosser avec des clients sur lesquels il y a des possibilités d'avoir ben, des parts dans le projet ou du moins dans le token qu'ils lancent, quoi. Donc ça, c'est plus le type de choses que je fais avec P1 Studio. Comme ça, enfin, on vend des services, mais on est aussi investisseur derrière. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ben, si le projet explose ou si la crypto, de manière générale, monte, ben, c'est là où on peut gagner plus d'argent aussi. Et moi, c'est beaucoup moins stressant pour moi d'avoir plusieurs clients différents avec l'agence, diversifiés sur plusieurs choses, plutôt que d'avoir mon propre projet qu'il faut absolument faire réussir, quoi. Ouais, 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 bah ouais. C'est pour ça, moi aussi, j'aime bien le modèle agence, quand même. T'as plein de Bah, projets, t'es un peu partout, Mais t'aides un peu après, tout ce le qui monde, est et en plus, bien, c'est c'est plus d'avoir marrant. monté tes propres projets toi-même, d'avoir été au charbon, d'avoir appris avec très peu de ressources, de savoir faire les choses par toi-même, de rester connecté avec les gens avec qui tu as réussi à build des trucs qui sont vraiment chauds et qui envoient vraiment, pour aller sur des gros projets qui ont beaucoup de budget. Parce que, comme je l'avais dit auparavant, ce qui est relou, c'est les projets qui arrivent et qui ont des mecs dans leur team qui connaissent rien, quoi, au final. Hmm. Mais qui ont plein de thunes, tu vois. Donc, Et toi, tu les trouves comment, les clients? Ils te connaissent alors, de d'ailleurs, on a Google? 3 sales à P1 Studio. Donc, Ah, c'est ok. des sales qui sont payés à la com. Moi, je fais le Hmm. closing. Ok. Donc, je prends les calls et du coup, je close. Et sinon, c'est beaucoup du bouche à oreille. Vraiment du bouche à Ouais. oreille, parce qu'à force, ben, du coup, ça fait 4 ans qu'on est dans l'écosystème. Soit des mecs, ils ont déjà bossé avec nous sur d'autres projets, ils reviennent bosser avec nous. Soit on se fait recommander par d'autres gens. Après, bien sûr, on Ouais. lâche une petite commission quand les gens nous recommandent ou quoi. Hmm. Mais je vends.
j'ai plus de clients en bouche à oreille que mes sales. Ok. Et Et là, le après, c'est service que tu... Hmm. c'est beaucoup le networking aussi parce que à Lisbonne, donc j'organisais des events, hein, je faisais les events avec Polygon. On organisait des events qui étaient des events pour les devs et aussi du networking. Et c'est comme ça aussi que bah, j'ai beaucoup connecté avec des gens. Et c'est à force de connecter avec des gens, d'être dans l'écosystème, que à des moments, bah, les gens se souviennent de nous, ils reviennent nous voir, etc. Après, nous, on est encore une petite agence, hein. On doit avoir 10 talents in-house, peut-être 15 max, un truc comme ça. En face, il y a des énormes agences, quoi. Il y a des agences qui sont vraiment des usines à gaz, quoi. Mais c'est pas notre cas, quoi. Et Et je donc là, pense le pas que service que tu vends je le plus, voudrais c'est avoir une quoi? agence comme ça en vrai, hein. Ça, c'est Non? vraiment Ouais. pas la vision qu'on a, quoi. Le service que tu vends le plus, c'est quoi en ce moment? Bah, le service que je vends le plus, c'est la gestion de gros hacking avec le tool de mon frère, Ouais. Zilli. Mais on utilise aussi tous les tools des concurrents. Et on fait aussi on fait des intégrations, donc avec de l'automation, des intégrations on-chain dans des quêtes. Donc ça, c'est des choses que personne ne font vraiment dans l'écosystème. Peu de gens savent le faire. Et ça, Ok. on l'a développé parce qu'on travaille avec une autre boîte qui s'appelle Domino, qui fait ce genre de choses, Domino Run. Donc ça, Hmm. on vend beaucoup. Après, sinon, on vend beaucoup de gestion de Discord, de Telegram ou de Twitter de A à Z. On est hyper fort en setup, en sécurité, en bot. Donc, on est vraiment très très fort pour lancer les réseaux. On est très fort en support client aussi, hein. On a géré le support client de Zilli où on avait vraiment bah, énormément de volume à gérer. Et maintenant, bah, je suis aussi très connecté avec les influenceurs. Donc, je travaille avec les influenceurs. C'est aussi un service qu'on vend beaucoup, quoi. Ok. Et donc, t'as fait combien de chiffre d'affaires du coup avec l'agence? Avec l'agence, en ce moment, je dois tourner 30 000 balles de CA, un truc comme ça, par mois, je crois, un truc comme ça. Euh, Après, honnêtement, je fais plus de thunes en tradant et en investissant sur des projets via l'agence qu'avec les filles de l'agence directement. Parce que j'ai des projets Ok. qui ont explosé aussi. Je suis rentré sur Usual, qui est en site précide, qui a fait un x10 ou un x20, je sais plus, non, même plus, Ouf. x20, x30. Et là, je me suis gavé. Là, je suis rentré sur un autre projet qui vient de faire un x5 aussi. En fait, Hmm. j'ai investi sur, je sais plus, entre 10 et 20 projets différents, et des assez gros projets. Et après, bon, bah, c'est des investissements qui sont plus sur du 1 an, 2 ans. Ah ouais. Et en fait, j'ai ces opportunités-là parce que j'ai l'agence aussi. Et Ouais, parce bien que sûr. je connais ben, d'autres influenceurs, des trucs qui me font rentrer sur des projets. En fait, c'est un peu un écosystème que j'ai réussi à construire qui est hyper intéressant parce que je suis double Hmm. casquette. Je suis entre l'investisseur et le mec qui vend du service. Et en fait, pour moi, c'est top. Parce qu'en même temps aussi, ben, avec le cash flow de l'agence, j'ai réinvesti tout en fait. Donc, Ouais, bien bien sûr. sûr, donc voilà, après, il faut bien sûr ben, faire les bons investissements et pas investir que sur des projets en site précis, mais aussi investir bah, sur des trucs plus sécures, du Bitcoin ou autre, oui, et sortir aussi du cash pour aller bah, te payer toi, mais aussi j'ai réinvesti sur le marché action maintenant aussi. Je pourrais investir dans l'immobilier, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va être la prochaine step, justement. En Thaïlande? Non, Au au Portugal? Portugal. Parce qu'en fait, avant, j'optimisais tellement fiscalement que j'avais pas la possibilité de justifier auprès de la banque que je pouvais faire un crédit, alors que j'avais énormément de cash, tu vois. Hmm. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, je me suis mis en auto-entrepreneur et là, je déclare tout le maximum que je peux sur la boîte Hmm. pour pouvoir ben, prouver que je fais du chiffre, hein. Au Portugal, Et, ouais. Hmm. et pour pouvoir ouais, prouver que je fais du chiffre au Portugal dans le but de faire un crédit immobilier par la suite, quoi. Et t'achèterais à Lisbonne ou dans une autre ville? À Lisbonne, ouais, j'aimerais bien acheter à Lisbonne bah, parce que je veux y vivre au moins 6 mois, 6 mois de l'année. Puis ce qui est bien à Lisbonne, Portugal, c'est que bon, étant donné que je suis français, c'est pas très loin de ma famille non plus. Ouais. Mais après, c'est devenu très cher Lisbonne et Hmm. ça évolue pas forcément super bien. Je sais pas ce que toi t'en penses, Fred, mais Ouais, le je pense Lisbonne aussi. il y a 5 ans n'est plus du tout le Lisbonne de maintenant et ça devient vraiment un peu trop gentrifié et trop hype. Il y a trop de choses qui changent la petite vibe portugaise classique des petites tachkas, etc. Ils peuvent même plus survivre parce que tout devient trop cher, quoi. Ça devient vraiment hyper, hyper, hyper cher, quoi, Lisbonne. Les prix des loyers, c'est devenu n'importe quoi. Je suis d'accord que le loyer, pour ce prix de loyer, autant aller à Dubaï, quoi. En fait. Ouais, mais Dubaï, moi, j'habiterai jamais à Dubaï, quoi. Enfin, même si je deviens un milliardaire, je vais pas aller habiter à Dubaï. J'aime pas la vibe, quoi. Vibe fake, gens fake, que des gens dans la fame.
Ah ouais. C'est pas la vraie nature, quoi. Là-bas, tout est fake, quoi. Genre, c'est que des buildings. Moi, j'aime bien avoir la mer, la nature, les trucs un peu plus authentiques. Quitte à faire avoir moins d'argent parce que tu optimises tout moins sur les taxes. Avoir ben, des gens aussi autour de toi qui soient moins dans la fame, etc., quoi. Dubaï, c'est spécial quand même. Mais je comprends Bah, pourquoi des gens. peut-être Thaïlande alors. Parce que là, le prix du loyer, là, c'est le prix de Paris, hein, presque, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah après, moi, maintenant, ce que je vais faire, en fait, c'est que 6 mois de l'année, je vais être à Lisbonne. Et 6 mois de l'année, je vais être Thaïlande, Bali ou autre, ou même d'autres pays dans lesquels je vais pouvoir bosser en remote, quoi. Avec Mm. quand même assez de confort, quoi. Après, ça pourrait être les Philippines, par exemple, aussi. Il y a plein de possibilités, en vrai. Mm. Tout Alors, dépend les profils et de ce que cherchent les gens, quoi. Parce qu'il y a toujours des possibilités pour les gens qui veulent bosser en remote. Tout dépend ouais. si tu es blindé ou pas, si tu veux économiser un petit peu et quand même continuer à voyager. Euh, mais ouais, Mm. il y a plein d'options possibles, quoi. Mais du coup, de faire 6 mois dans un pays comme en Europe et de faire 6 mois dans un autre pays où tu skippes l'hiver, bah, pour moi, c'est Ouais, un truc que j'ai envie de continuer à faire, quoi. c'est clair. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour les projets crypto NFT, vous faites pas de Facebook Ads? Alors, les ads, elles se font très facilement bloquer dès que c'est en relation avec la crypto. Maintenant, ça commence à être un peu plus flex, mais il y a pas mal de prérequis. Et si, on peut faire des ads sur Telegram et on peut faire des ads beaucoup sur Twitter aussi. Mais Facebook Ads, non, c'est pas trop la cible en fait. Les gens, les acheteurs de projets crypto, ils sont pas trop sur Facebook, hein. Ouais, Ou mais alors c'est. sur quand c'était Moon Boys, je me rappelle qu'ils faisaient des ads, hein. C'était juste une Ouais, ouais. statique ou Bah oui, une parce espèce qu'ils de sont gif les lumineux qui bouge. sont venus au top du marché de la hype Oui, ouais, NFT et ils ont essayé de faire rentrer tous les petits retail, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais la plupart des gros projets, ils sont plus à bombarder sur Telegram et sur Twitter, quoi. Mais attends, sur Telegram, il n'y a pas de pub. Si, il y a des ads sur Telegram. Bien sûr que si, il y a des ads. Ah J'en ouais, vois si, pas, si. moi, c'est où? Bah, il y en a, hein. Si, il y a des intégrations de ads et tout. Si, il y en a. Ah, ok. Mais sur. Ok, donc Et en fait, tu Twitter, peux aller ça peut être bien. Mm. retargeter, bah, comme sur Facebook, en fait, tu peux aller, imaginons, tu es un projet d'une plateforme de trading, tu veux aller targeter des gens qui sont du coup des meme coin traders, tu vas aller dans tous les gens des alpha callers, par exemple, et tu vas créer en fait une segmentation et tu vas pouvoir aller les targeter avec ton projet. Si, c'est faisable. C'est pas mal ça. Et c'est des vidéos ou des photos? Je crois pas que ça soit des vidéos, hein. Non, non, c'est plus directement de la bannière, tu vois, de la bannière classique, quoi. Ah, C'est ok. plus de la bannière classique avec un call to action qui te demande de rejoindre le projet, quoi. Ok, ok. Ok. Mais après, je suis pas spécialisé Euh, en ads, moi, Ouais. mais ça se fait, quoi. Et j'ai des clients qui le font, quoi. Ouais, ouais. Puis j'ai eu un épisode avec Mathis, il disait qu'à un moment, il a eu beaucoup, beaucoup de demandes de media buying, Facebook Ads, Google Ads, pour des projets crypto, mais c'était il y a au moins, quand c'était le bull run de l'ancien. Ouais, il y a Bah, ça 4 ans. devait être pile pendant la hype des NFT, justement. Et qui voulaient, Ouais, en ouais. fait. Bah, nous, on avait surfé la Et ils vague avaient des besoin NFT en de. se disant, au début, il y avait tous ces gens qui faisaient vraiment que de l'image classique. Et en fait, avec mon frère, on s'est dit, mais attends, comment on peut faire acheter les gens qui sont monsieur et madame tout le monde? Et ben, en fait, vu qu'ils y comprenaient rien en NFT, on fait, bah, on va prendre un truc physique et on va dire qu'il y a un NFT avec. Et boum, Ouais. en fait, ça a été le jackpot, ça a super bien marché. Et forcément, Mm. bah, il y a des gens qui ont ensuite se sont dit, et c'est ce qu'on s'était dit aussi, tu prends un mec super connu et tu fais des NFT avec lui. Et après, bon, Ouais. c'est devenu saturé. Ben, ces gens-là, typiquement, tu faisais du ads pour, je sais pas, tu fais les NFT de Kenny West et tu bombardes de ads sur Instagram, bah, ça fonctionne en soi. Ouais, ouais, bah ouais, c'est clair. Et donc lui, ouais, il faisait génération de leads pour ces gens-là. Et je pense que il se prenait des. Je crois qu'il m'avait dit c'était du 5 000 ou 6 000 par mois juste pour faire les campagnes. Mais tu sais, les campagnes, c'est quelques boutons, hein. C'est Ouais, mais vraiment très alors, bien payé. Très, ça très bien aussi, payé. c'est qu'il y a des gens qui sont blindés en crypto et en Web3. Et il y a des gens il y a des projets qui ont des budgets mais insane. Alors déjà, il y en a qui font des levées de fonds et tout, mais il y en a qui ont déjà build des projets et qui sont déjà là dans l'écosystème depuis longtemps et qui arrosent comme des malades. Et en fait, plus le marché crypto il va monter, plus ils ont de sous en fait pour en plus arroser en marketing. C'est pour ça que c'est un peu que c'est compliqué le marché crypto et que ça part.
pas forcément dans le bon sens parce qu'il y a trop de spéculation et il y a trop de gens qui ont énormément d'argent qui vont tout le temps aller vouloir faire du quick profit, quoi, plutôt que build des projets long terme, quoi. Hmm. Ouais, moi, il faudrait que je prenne la direction Web3 de plus en plus, hein, parce que comme il t'arrose, en e-com, il n'y a pas autant d'argent. Enfin, si, tu vois, il y Mais a des mecs après, qui le font des problème, c'est millions que, sur Amazon et tout, mais. tu vois, par exemple, mon frère, ils ont build Zilli. Donc là, Zilli, ça fonctionne super bien cette année et tout. Ils font plein de chiffres et tout parce que le marché, il est up. Mais qu'est-ce qui va se passer quand le marché sera down? Ils vont passer de, je sais pas, 200 000 de chiffre d'affaires à 20 000, tu vois. Donc, C'est quoi, c'est combien le business model, c'est quoi? Combien les gens ils payent? C'est qui paye? C'est la je boîte ou crois que c'est. c'est quelque chose comme 3 000 par mois, je crois, pour avoir toutes les fonctionnalités de la plateforme. Ah, Et c'est c'est vraiment des B2B. entreprises, hein, c'est des entreprises du coup qui utilisent Zilli. Ok. Et ouais, c'est à peu près 3 000 balles par mois, quelque chose comme ça, quoi. Hmm. Ok. Après, il y a une version gratuite, mais tu es limité au nombre de quêtes que tu peux faire. Tu es limité avec toutes les fonctionnalités de la plateforme, quoi. Après, le Ok. truc, le projet de mon frère qui est Zilli, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une plateforme, mais ils n'ont pas de token. Ils n'ont pas lancé de token. La plupart des projets qui ont un produit comme eux, ils lancent un token derrière. Mais eux, ils ne l'ont jamais fait parce que ça pourrait fumer leur projet si le token se passait mal. Et puis, c'est une gestion de projet qui est plus du tout la même quand tu lances un token. Tu as tout l'aspect spéculation. Après, tu as aussi besoin de pouvoir d'avoir des market makers qui gèrent ton token, etc. Faut faire des listings et autres. C'est plus du tout la même approche, quoi. Ouais, je pense que c'est une meilleure idée de pas lancer de token. Parce qu'en soi, Ouais. les gens, ils ont des dollars, ils ont des euros, et pas besoin du token Zilli, tu vois. Ben, surtout, Euh, surtout que eux, leur deuxième levée de fonds, elle n'a servi à rien. Ils étaient déjà en bénéfice, en fait. Ils étaient déjà en hmm. bénéfice. Pile au moment où ils ont fait la deuxième levée de fonds, bon, les investisseurs leur ont conseillé, ils avaient levé 2 millions au début, ils ont levé 3 millions ensuite. Mais ils étaient déjà en bénéfice très rapidement après la deuxième levée de fonds, ils étaient déjà en bénéfice, quoi. Donc en fait, ça aurait été prendre un risque de malade de lancer un token pour peut-être faire de la thune, alors qu'il y a un produit génère déjà de l'argent parce que c'est un bon produit, quoi. Et il y a très Ouais, peu ça dans le exact. Web3, quoi, d'avoir un bon produit avec une bonne team qui build un bon truc qui est cool à utiliser. Euh, ben Ouais, ouais. c'est clair. Moi, ils ont bien fait de rester comme ça. Et lui, du coup, il est à Paris, il vit dans les bureaux là-bas. Non, ils sont à San Francisco en fait maintenant. Et ils Ah, build c'est un mieux autre. pour la crypto? Bah en Non, fait, c'est mieux pour la eux, tech, ouais. Hmm. à la base, ils devaient rester à Paris parce qu'ils avaient fait la levée de fonds et qu'ils étaient à Station F vis-à-vis des investisseurs. Mais une fois que le projet il a été vraiment scalé et qui générait vraiment de l'argent, ils sont allés à San Francisco parce qu'ils avaient envie de rencontrer d'autres gens qui sont dans le même mindset qu'eux, qui sont vraiment des gros builders Hmm. et qui sont en mode startup tech parce qu'ils Ouais. trouvaient que la mentalité à Paris était pas comme aux États-Unis et que les gens ils ont beaucoup moins la niaque et qu'ils sont beaucoup moins chauds qu'aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'ils ont été à San Francisco. Et là, ils buildent un nouveau produit en rapport avec l'AI via Zilli, un AI agent pour Twitter. Mais du coup, qui a rien à voir avec la plateforme. Ok. AI Agent, il faut que je me penche dessus aussi. Mais il y a trop de trucs AI à agent, faire. c'est la grosse, 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 grosse hype du moment, quoi. C'est vraiment en fait ben, tous les agents AI qui vont te permettre de faire des choses plus rapidement, quoi. Et ça peut être ben, posté sur les réseaux sociaux, ça peut être, je sais pas, trader, ça peut être faire du graphic design, créer de la musique, plein de choses C'est comme comme ça, avec quoi. Zapier, quoi. Ouais, après, en plus, les AI agents, tu pourrais les connecter avec les API d'autres tools. Donc, tu peux Hmm. connecter un AI agent avec GPT pour aller faire des vérifications avec GPT. Enfin, tu peux faire, il y a plein de choses possibles, quoi. Putain, mais comment Après, on fait pour sauter de vague en vague? Et moi, j'arrive pas, là, je suis dans mon e-com, bon, c'est en train de bah, il y a des mourir. gens, ils sont tout le temps en train d'essayer d'aller réapprendre les dernières, C'est fatigant. d'aller ouais, de réapprendre, de se relancer, d'aller vite pour pouvoir retenter des choses, etc. C'est vrai que ouais. Après, après faut être chaud quoi. Que faire, quoi? Moi, l'e-com, je sens que ça meurt de plus en plus, hein. Y Ouais, a mais plus de c'est ce thunes. que j'entends vraiment de beaucoup de gens aussi qui me disent en fait c'est plus du tout la hype d'avant, c'est devenu beaucoup plus compliqué et le nerf de la guerre c'est vraiment tous les comptes pubs qui se font bloquer quoi. Ouais. Bon, ok. Donc toi, on peut te retrouver sur quel réseau? Alors moi, je suis sur LinkedIn, je suis donc avec mon vrai nom, Jocelyn Grosjean. Après, je suis sur Twitter, mais c'est mon nom Discord, c'est JBoss, Jboss.
C'est plus un compte, du coup, je relais des trucs d'Egen. Et sinon, bah, P1 Studio, c'est le Twitter de l'agence qui est sur Twitter, ouais, aussi. Ok, donc Et allez un le studio. suivre. Est-ce que pour finir le podcast, tu as une petite pépite à nous donner? Qu'est-ce qu'il faut acheter? Où est-ce qu'il faut investir? Bah, je Comment pense que faire le de truc le l'oseille? plus safe, c'est Solana, hein, Ah d'un ouais? point de vue du récompense, ouais. Non, le Bah, plus safe, je vais vous dire, c'est XRP. XRP, c'est un bon truc aussi, mais bon potentiel de hausse et dans les gros tokens aussi. Euh, après, On- Hondo, là, qui est sur le RWA, il devrait bien performer aussi. C'est backup par la team Trump Ok. et le gars de la SEC, etc. Et, le, et voilà, quoi. Après, dans les trucs un peu safe, encore une fois, bah, les trucs que Trump il est en train de promouvoir, là, Link et AAV, il a signé un partenariat avec AAV dans la DeFi. Ça, c'est Mhm. des trucs sécures qui devraient bien performer dans les 6 prochains mois, quoi. Chainlink, Chainlink, ouais. ça j'en ai depuis au moins 4 ans, hein. Chainlink et AVE, Et c'est bien, c'est un bon projet, hein, c'est un bon projet sécure et tout qui va continuer de performer. C'est une bonne technologie, quoi. Solana, pareil, hein, ça va performer parce que tous les mêmes coins sortent sur Solana. Donc, c'est la crypto qui est shining pendant ce bull, quoi. Je pense que Ethereum à un moment où il va démarrer, il va partir. Mhm. Et ça reste quand même un bon bet, hein. Tout est built sur Ethereum pour la DeFi. Et voilà, quoi. Après, bah, si les gens qui veulent l'être un peu diversifiés peuvent acheter un peu de meme coin, de gros meme coin, Doge ou PP, hein, ça va continuer de performer. Et voilà, Mhm. un petit portfolio comme ça permet déjà de surfer les prochains mois la vague haussière qui devrait arriver normalement, quoi. Le truc, c'est Après, qu'il si faut les gens revendre, sont quoi. intéressés dans la crypto, ce que je pourrais leur conseiller, c'est d'aller voir un mec qui s'appelle Cédric Froment sur YouTube, parce qu'il donne des bons conseils et justement, lui, c'est pas une personne qui vend en fait ses services aux marques, donc c'est un vrai trader. Ou sinon, le mec de Cryptos, là, Vincent Gann, j'aime bien aussi les trucs qu'il fait. Juste en allant voir les vidéos des deux gars là, ça permet d'avoir une bonne vision sur qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire dans les cryptos et d'avoir une bonne vision macroéconomique et de voir où en est le marché, où est-ce qu'il va aller. C'est des mecs, c'est des vrais analystes financiers en fait. Du coup, Cédric Ok. Froment, ouais, Vincent Gann, j'aime bien les trucs qu'ils font quoi. Ok, intéressant, donc on va regarder ça. Quoi d'autre? T'as un truc pour conclure ou Bah non, hein, sinon, t'as pas de oublié manière générale, une dans le étape? business, faut essayer de faire des trucs qui nous permettent d'avoir une vie aussi à côté du business quoi. C'est ce que je me rends compte de plus en plus quoi. Ouais. Pouvoir garder une bonne santé, être dans un bon cadre et pouvoir éventuellement avoir une famille et une femme contente à côté, quoi. Mm. Si on fait que de bosser et qu'on est hyper stressé, bah, au final, ça va nuire à notre entourage et c'est pas en s'enfermant et en continuant de bosser que on va forcément être plus heureux, quoi. L'argent, c'est bien, mais bon, les trucs de la vie réelle, est-ce qu'on pourra encore voyager comme on peut le faire maintenant pendant, je sais pas, dans 10 ans, 20 ans, vu comme le monde il évolue, je sais pas, quoi. Je pense pas, ouais. Parce que t'en penses toi, quoi. Non, bah, tu sais ce que j'en pense, non? Tu me connais pas encore très bien. Ouais, ouais. Moi, j'ai un futur pessimiste. Et du coup, t'as une femme au Portugal ou en Thaïlande? Bah là, j'en ai pas, ouais. J'ai vu des petits trucs avec des meufs à droite à gauche, mais j'ai pas de femme Parce long qu'il te terme faut là. un enfant, là. Bah ouais, hein, ça serait. Et toi alors? T'en es où? Moi, l'enfant va se préparer en 2025, là. Ah ouais? Il faut le C'est mettre bien, hein. à la cuisine, ouais. Bah ouais. Au four, il faut le mettre au Au four. four, ouais. Ouais, hein, bah c'est un peu un next step que je voudrais avoir aussi dans ma vie, quoi. C'est rencontrer quelqu'un pour pouvoir fonder une famille. Je pense que je commence à être prêt maintenant, que j'ai un business qui est plus rentable et que ouais, j'ai pris assez de risques pour un peu plus lever le pied et me poser, quoi, maintenant. Ouais. Bon, bah, ça, c'est cool, ça. Bah, c'est sûr, tu vas la trouver cette année. Espérons, on va voir. On va faire en Sur sorte l'île, que. là. Sur l'île, il faut que tu fasses des Pourquoi pas, activités. ouais. Il faut que T'es tu pas fasses un des ladyboy, activités qu'elles ça aiment m'accepte. faire. Va au cours de surf, va au cours de yoga, Ouais, va bah, au j'y vais, cours hein, de... je vais au cours de yoga, je fais de l'ecstatic dance, des activités, etc. Ah, il y a moyen, il y a pas mal de meufs et tout à Copenhague. Ouais. Bon, bah, voilà. C'est déjà fait. Ok, bah, merci beaucoup pour ton passage et raconter toute ton histoire. Bah, merci à toi pour Euh, l'invite, Fred, et puis on se recapte bientôt à Lisbonne quand je rentre. Tu rentres dans combien de temps?
Fin mai, je serai à Lisbonne. Ok, quand il fera beau. Parfait. Ouais. Bon, bah, à Voilà. plus. Bon courage. Sois en bonne Merci. santé. Je pense que tu auras ta femme d'ici fin mai. Et on se dit à la J'espère. prochaine. On va croiser les doigts. À plus. Ciao, ciao. Salut. À plus. Ciao, ciao.